tu as beau aimer quelque chose, tu as beau être passionné, mais tu te retrouves face à des difficultés et oui, tu te dis: «Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je perds mon temps?» et cetera. Et là, d'un coup, tu es sous la douche et tu te dis: «Non, en fait, finalement, je vais continuer et puis je vais essayer» et puis parfois, tu as des portes qui s'ouvrent et parfois, tu as des portes qui se ferment. Dynamicienne, dynamicien, bienvenue dans ce format très particulier de Complètement Culte. Alors vous le savez, Complètement Culte, émission qui revient sur ce qui est, sera culte dans tous les horizons possibles et inimaginables. Je suis toujours en compagnie de Maxime, Et c'est toujours un immense plaisir, famille. toujours, toujours, toujours. Et route vers WrestleMania oblige, on va parler catch. Alors j'ai dit catch, j'ai déjà perdu, je crois, quelques personnes avant. Mais vous inquiétez pas, ça va être très intéressant puisque cette semaine, on va s'intéresser à un invité en particulier. Et comme beaucoup d'entre nous, il regardait le catch à la télévision. Mais pour lui, cela dépassait le stade d'un simple divertissement sportif. C'est une raison d'exister, à l'inverse de la majorité. Il a tout fait pour devenir l'un de ceux qui le faisaient rêver durant son enfance. Et aujourd'hui, il vit sa passion et porte très haut les couleurs de la Belgique dans les rings. À la fois athlète, acteur et promoteur, il est parvenu à se diversifier et à créer sa propre fédération. So, ladies and gentlemen, from Brussels, Belgium, please welcome our champion, the pride of our country, Aaron Rami. Oh là là, quelle intro incroyable. Il faut la refaire, je pense. Il faudrait la refaire pour que je l'entende une deuxième fois. Tu veux que je la refasse une deuxième Non, fois? non, non, ça va, ça va, ça va. Et si on a perdu 2-3 personnes, on ira les chercher. À la fin de l'émission, ils reviendront encore plus nombreux, t'inquiète pas pour Yes. ça. Ma première question Yes. que je pose à tous les invités, Mhm. parce que j'estime que c'est normal. Mhm. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va même très bien, j'ai envie de dire. On est à la 4e tournée nationale, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas être bien. Ça se passe bien. Le catch belge est en plein boom. J'ai envie de dire le catch européen, voire même mondial, est en plein boom également. Donc il ne fait pas être très très mauvais à l'extérieur. Donc il fait voilà. Donc j'ai pas envie de trouver des excuses pour dire oh non ça va pas, etc. Ça va plutôt bien. Écoute. Question simple, Ouais. le catch, Ouais. c'est quoi pour toi? Alors le catch, c'est un sport spectacle, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'est l'alignement parfait entre le divertissement et la performance athlétique. Alors on peut comparer le catch à la boxe, mais c'est une mauvaise comparaison parce que le but de la boxe, par exemple, j'ai pris l'exemple de la boxe parce que la boxe, c'est ce qui parle au plus grand nombre. Dans la boxe, le but c'est de gagner son combat, de mettre KO son adversaire, etc., etc. Dans le catch, le but c'est de proposer le meilleur match possible, le meilleur spectacle possible. C'est-à-dire que la manière de travailler dans un sport de combat traditionnel vise la victoire, tout simplement, alors que la manière de travailler dans le catch vise à créer de l'émotion et créer de l'impact par rapport au public. Donc il ne faut pas dissocier le côté sport et le côté spectacle. Le catch, c'est un mélange des deux. Et cette passion du catch, elle est née quand et comment? Je pense un peu comme toi, hein. Tu regardais le catch à la télé, toi aussi, non? Ouais. Ah ben c'est pareil. Écoute, je regardais le catch à la télé il y a très longtemps, en 2002. Oui, en 2000, ça fait combien? Ça fait 23 ans déjà. En 2002, je regardais le catch à la télé et je suis tombé sur, à l'époque c'était sur AB3, très tard le soir. Et ma mère m'a laissé regarder le catch très tard le soir. C'est pas un très bon exemple, j'ai envie de dire, mais on va la remercier quand même. Je suis tombé, je me rappelle, je connaissais pas encore les noms, mais par la suite, je me suis rendu compte que c'était Crash Holly contre Raven. Ouais, c'est pas le Ah ouais, meilleur c'est match. très old school, ça, Oui, ouais. ce serait old school. C'est pas non plus le plus gros match de l'histoire de la WWE, mais c'est le premier match de catch que j'ai vu et c'était Sunday Night Heat qui diffusait avec 3 mois de retard en Belgique, quoi, tu vois. Il y avait aussi Velocity du côté de Il y SmackDown. avait Velocity, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais pas compris parce que je regardais Sunday Night Heat et je comprenais pas trop pourquoi il y avait des extraits de Monday Night Raw. Et du jour au lendemain, en fait, je pense qu'ils avaient un contrat d'1 an à l'époque. Donc du jour au lendemain, c'est passé de Sunday Night Heat à Velocity. Et je me dis, mais c'est quoi ça? C'est les mêmes catcheurs, mais le décor a changé, ils ont changé de nom, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, Velocity, effectivement. Ouais. Et c'est en regardant le catch à la télé, tu as su directement, tu voulais en faire un métier plus tard? Oui, tout à fait. En fait, je l'ai dit à tout le monde, hein. Je me rappelle quand j'étais gamin, je faisais comme tous les garçons, je pense. Tous les deux, vous montiez au bord du lit, vous sautiez sur le. Sur le frère. Voilà, sur le- moi, j'avais pas de frère, donc j'avais un coussin, tu vois. Mais le coussin gagnait souvent, c'est ça le truc. Et le frère Donc, aussi. et et donc, en fait, j'avais envie de. J'ai commencé à dire à tout le monde je vais être catcheur, je vais faire du catch, je vais être catcheur, je vais être catcheur. Alors, bien évidemment, on me disait que c'était pas possible parce que forcément, déjà, c'est comme si tu disais je vais être astronaute. On a envie de te Bien dire sûr. non, c'est pas possible, tu vois. Et puis surtout, en Belgique, c'est assez compliqué. Il n'y avait pas de catch à l'époque. Il n'y a jamais eu vraiment de catcheurs belges vedettes connus, etc., qui pourraient éventuellement inspirer les jeunes Belges. Pour la plupart des gens, c'était un rêve inatteignable. Alors j'ai arrêté d'en parler, j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai continué un petit peu ma vie sans en parler. Et un jour,
longtemps plus tard quand même, hein. Quand j'ai terminé mes études et quand j'avais pas de boulot, je suis revenu de l'étranger, j'avais pas de boulot, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour faire ce que j'ai toujours voulu faire. Je me suis inscrit dans un club de catch bruxellois et c'est comme ça que tout a démarré. Et ensuite, tu es parti en France et Non, en je suis d'abord Angleterre. parti en Angleterre. En fait, Ok. je suis d'abord, j'ai fait 1 an et demi quand même à un club bruxellois qui s'appelle Begri WS. Et ensuite, en fait, j'ai tenté ma chance, pour être honnête. J'ai vraiment tenté ma chance. Je suis parti un week-end, non, une semaine, pardon, une semaine dans un espèce de stage, séminaire, etc. J'ai eu la chance de me faire repérer plutôt par un promoteur anglais qui m'a donné ma chance 1 mois plus tard pour un week-end. C'était vraiment un test, comme un try-out, j'ai envie de dire, tu vois. Et du coup, j'ai été et il a aimé, il a trouvé un potentiel. Bon, j'étais pas terrible, hein, on va pas se mentir, hein. Mais il a trouvé un potentiel et puis il m'a directement signé pour 1 an pour faire des matchs. Et là, je suis passé de un match tous les 3 mois à 10 jours d'affilée, catcher 2 fois par soir, monter, démonter le ring, repartir. Donc, ouais, c'était intense. Mais c'était bien. Mais un cursus dans une école de catch, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme Moi, un faut que parcours j'aille- académique classique? Ça dépend où tu vas. Donc, alors, pour moi, personnellement, il y a une différence entre une école de catch et un club de catch. Pour moi, un club de catch, c'est un lieu pour les passionnés de catch qui ont envie de s'essayer, d'essayer leurs prises fétiches qu'ils voient à la télé, etc. Alors, à partir du moment où ils sont cadrés par un professionnel, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est même très bien, pourquoi pas. Mais c'est difficile d'évoluer lorsque tu sors d'un petit club de catch, j'ai envie de dire. Par contre, si tu rejoins une école de catch, c'est différent parce que là, tu es cadré, là, tu as des entraînements beaucoup plus poussés, là, tu as un fascicule. Moi, personnellement, j'avais un fascicule. J'avais dit club de catch, mais en fait, c'était une école de catch. Maintenant que je donnais la définition, j'ai envie de dire c'était plutôt une école de catch plus qu'un club de catch. Et on avait un fascicule avec toutes les prises qu'on devait apprendre, qu'on devait gérer, avec toutes les chutes qu'on devait faire, qu'on devait maîtriser, etc., etc. Certains enchaînements qu'il fallait réaliser, etc. Et petit à petit, tu évolues, tu évolues, tu évolues. Donc, c'est un véritable cursus. On a tendance à croire que c'est juste des mecs qui montent sur un ring et qui courent entre les cordes. Mais avant d'arriver à ça, tu dois chuter, 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 chuter sur du tatami. Tu dois monter sur un plint et chuter sur le tatami. Tu dois parfois retirer le tatami et chuter sur le sol. Donc, c'est énormément de chutes, du grappling, de la lutte. Il y avait également ce qu'on appelait de la lutte à la chaussette. Il y a énormément de choses avant d'arriver au stade de catcheur et encore plus de choses à faire avant d'arriver au statut de catcheur professionnel. Quand tu es sorti de cette école de catch, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment elle a commencé ta carrière? En fait, je suis pas vraiment sorti de cette école de catch. C'est-à-dire que quand j'étais dedans, j'avais quelques shows, mais c'était pas des grands shows, tu vois. C'était des shows plus dans des foires, dans des kermesses, etc. Alors c'est sympa, tu vois, parce que ça te donne de l'expérience sur le terrain. Et après, le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de scène de catch professionnel en Belgique. Ça n'existait pas vraiment, tu vois. Tu avais quelques shows par-ci, par-là, mais c'était très rare d'avoir des salles pleines avec des moyens derrière, de la médiatisation, etc., etc. Donc moi, j'avais pas vraiment quitté cette école. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit que je voulais franchir un palier. Et donc, j'ai pris le risque de tenter ma chance en Angleterre. Et c'est comme ça que ça a évolué. Donc, j'ai jamais vraiment quitté cette école. En fait, même encore maintenant, je travaille encore avec cette école. Donc, en réalité, je ne l'ai jamais vraiment quitté, quoi. Comment tu fais pour vivre? Parce que tu me dis que tu es un jeune passionné, donc tu Ouais. es jeune, tu sors des études. Moi, ça me Ouais. parle parce que voilà, Bien sûr. je vais sortir dans Ouais. quelques temps et On va je suis, fêter ça, je suis on va grand fêter ça. rêveur. Voilà, Ouais, ouais. on ira se faire 2-3 pintes. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour vivre de sa passion quand le catch était encore presque inexistant en Belgique? Au début, tu vivais pas de ta passion. Tu pouvais pas en vivre parce qu'il y avait pas moyen. En fait, le moyen de vivre du catch, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est bien évidemment d'être signé par une grosse fédération, une grosse promotion, exemple WWE, tu me diras AEW, CMLL, etc., etc. Donc tu as un cachet, tu t'entraînes, tu es payé, etc., etc. Ça, c'est le Real Madrid du Ouais. catch, etc. Voilà. Champions League, quoi. Après, tu peux catcher sur le circuit indépendant et gagner ta vie raisonnablement. Tu seras tout le temps sur la route, mais avant d'arriver à ce stade où tu gagnes raisonnablement ta vie, ton nom doit quand même être important. Ton nom doit avoir pris du cachet pour Ouais. pouvoir en vivre. Ensuite, il y a un autre moyen qui est d'avoir par exemple une école de catch, un club de catch, en plus du fait de catcher tous les week-ends, ou alors de produire les shows de catch, plus catcher, etc. Donc en fait, tu peux vivre du catch, mais vivre du catch ne veut pas nécessairement dire vivre uniquement du fait de catcher. Tu vois, c'est un milieu. Tu vois, c'est un Bien sûr. milieu. Donc, mais au début, c'était pas possible. Moi, au début, je travaillais à Forêt Nationale. Donc, je travaillais Ok. pour la salle de spectacle. Donc, j'étais déjà dans l'événementiel. Et ce que je faisais, et ils étaient super sympas avec moi, c'est qu'en fait, ils me lâchaient parfois 1 heure plus tôt.
Tu vois, donc je terminais à 22h30 au lieu de 23h. Tu vois, Ok. quand il y avait un concert encore, il y avait Mode Pokora qui chantait. Moi, je partais, je prenais mon sac, je partais. Et je me rappelle, j'allais à Gare du Nord, je prenais, ça n'existe plus maintenant, mais je prenais les mégabus, les gros bus bleus là, avec une tête jaune dessus. Et je roulais toute la nuit pour arriver en Angleterre. Et je catchais là pendant une semaine. Et puis je revenais directement pour Ah aller ouais. travailler à Forêt Nationale et j'enchaînais comme ça, quoi. Tu vois. Et donc c'était un gros rythme de vie, quoi. Oui, 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 ah oui, ça c'est sûr. Hein, ouais, ouais, c'était. Après, j'étais content parce que je gagnais rien, je gagnais pas grand chose, on va pas se mentir. Hein. Je t'ai payé 40 livres. 40 livres, c'est pas énorme quand tu dois payer toute la nourriture que tu manges, Bien etc. sûr. Au final, il te reste pas grand chose. Mais j'étais super content. Tu vois, je vivais ce que j'avais toujours voulu vivre. Et surtout, j'allais dans une direction. J'étais pas en train de stagner. Rien que ça te motive. Donc tu es prêt à monter, démonter le ring tous les soirs. Il y a pas de problème, tu vois. Je sais pas D'accord. que c'était facile, mais je le fais. Et j'imagine que des difficultés, tu en as rencontré au début de ta carrière. Même encore maintenant, honnêtement. Mais est-ce que ces dernières, est-ce qu'il y a eu cette idée où tu t'es dit j'ai envie de tout arrêter, que c'est trop Alors, difficile? mais ça, je pense que c'est pas uniquement lié au catch. Ça, je pense que tout entrepreneur, tout athlète, toute personne ambitieuse dans sa vie a déjà eu cette pensée. Et celui qui te dit non, je n'ai jamais pensé à abandonner, c'est du pipeau, honnêtement. Tu vois, la seule différence, pour moi personnellement, c'est que, admettons que sur un spectrum de 100%, tu vois, le fait que tu penses à abandonner ne doit pas dépasser les 50%. Donc, si tu penses à abandonner à 49%, tu tiendras le coup. Mais à partir du moment où tu dépasses les 50%, je pense que psychologiquement, tu es cuit. Tu vois. Donc, le fait de penser à abandonner, mais bien évidemment, c'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr. Tu vois. Même tu as beau aimer quelque chose, tu as beau être passionné, mais tu te retrouves face à des difficultés. Et oui, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je perds mon temps, etc. Et là, d'un coup, tu es sous la douche et tu te dis non, en fait, finalement, je vais continuer et puis je vais essayer. Et puis parfois, tu as des portes qui s'ouvrent et parfois, tu as des portes qui se ferment. C'est comme ça, tu vois. Alors, il existe plusieurs types de catcheurs. Ouais, On a les voltigeurs, les ouais, luchadors, les brawlers. ouais. Toi, tu te situerais où? Les champions. Non, c'est difficile à répondre hein, comme question. Moi, je suis pas ce qu'on appelle un powerhouse, c'est-à-dire des mecs énormes qui te soulèvent des troncs, etc. Ça n'a jamais été mon style, ça le sera jamais. Je suis pas non plus un énorme voltigeur, je ne te fais pas des 450 en plein air, etc. Moi, je travaille, ce qui m'intéresse, c'est l'impact que j'ai sur le public. C'est-à-dire, je suis un catcheur qui catch à l'oreille déjà et qui essaye d'avoir le meilleur match possible, le meilleur retour positif du public. Alors mon style, je peux l'adapter par rapport au public en question, par rapport à la promotion et par rapport à la personne avec qui je Donc, t'as travaille. pas un style défini Honnêtement, par rapport à ce que tu faisais à l'époque? un bon catcheur doit savoir s'adapter au public qui est en face, tu vois, à la personne qui est en face de lui et surtout à ses propres capacités, tu vois. Donc moi, si j'essaie de soulever des mecs énormes qui font 150 kilos, déjà, je vais me casser le dos. Et ensuite, ça sera pas aussi beau que quelqu'un qui fait 2 fois mon poids, qui fait 2 fois ma taille, etc. Tu vois. Donc, par contre, je peux avoir un énorme impact sur le public en faisant des choses complètement différentes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un bête truc que je fais, mais qui fonctionne partout, ce sont les 10 coups de poing. Tu vois, les 10 coups de poing, le mec est dans le coin, tu montes et tu comptes, etc. Et en fait, pourquoi ça fonctionne? Parce que le public participe à ce que tu fais. C'est pas juste toi qui soulève un gars qui l'écrase. Ouais. Donc moi, à chaque fois que je monte sur le ring, mon but n'est pas de moi paraître bien, mais de faire en sorte que le public se sente bien et que le public se sente impliqué dans ce qui se passe sur le ring, tu vois. Et si tu remarques bien, la plupart des grands catcheurs ont plus tendance à penser comme ça. Je vais te donner un exemple. Randy Orton, objectivement, il n'a jamais fait des choses incroyables, mais ce qu'il faisait était propre, précis, au bon moment. Son timing était parfait, son tempo était parfait, son positionnement était parfait. Tout ce qu'il faisait avait du sens. Triple H, c'est pareil. John Cena, c'est pareil, tu vois. Après, tu as d'autres catcheurs qui, moi, personnellement, je ne suis pas spécialement fan, comme Will Ospreay, qui te font 50, etc. Moi, c'est pas mon style. Pour moi, je Ah, trouve c'est deux écoles complètement différentes, là. exactement, tu vois. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas et j'arriverai même pas à faire ce qu'il fait, tu vois. Mais je trouve, je paierais pour voir un gars comme Triple H ou un gars comme Randy Orton ou un gars comme John Cena. Je paierais pas nécessairement pour voir un gars qui est comme Will Ospreay parce qu'il va faire tellement de choses qui vont dans tous les sens qu'à un moment donné, il va me perdre. Tu vois ce que je veux dire? Et, Mais on va plus voir Triple H, Randy Orton ou John Cena par rapport à ce qu'ils dégagent en L'aura charisme. aussi, bien mais sûr. bien C'est plus la évidemment. gimmick qui prend le pas sur Mais à la partir, ligne Personnel, ring. hein, bien il sûr. faut être réaliste à un moment donné. À partir du moment où comme tu as dit, ton aura est tellement forte que tu peux protéger ton style de catch, faire pas le minimum, mais faire ce qu'il faut suffisamment pour que ça soit propre et précis et durer 40 ans, ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux qu'avoir un style de voltigeur qui va dans tous les sens et que tu catches que 5 ans parce qu'après 5 ans, tes genoux sont bousillés, et que tu peux pas aller plus loin et que tout ton style est basé uniquement sur la voltige. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais à la 6e année? Tu vois ce que je veux dire?
Et C'est pour, ça. Il faut savoir gérer sa carrière correctement, quoi. et pour toi, tout le monde peut être catcheur? Pour moi, tout le monde peut être catcheur, sincèrement, je le pense. Je pense que tout le monde peut être catcheur, mais à une seule condition, enfin à deux conditions. La première, c'est qu'il faut se donner les moyens d'être catcheur. Donc, dire que ouais, voilà, tu étais sur ton canapé toute la semaine, tu te lèves et tu te dis, allez, maintenant, les samedis soirs, je vais aller catcher. Non, pour moi, tu dois avoir une hygiène de vie, tu dois t'entraîner, tu dois ressembler à un athlète ou alors, du moins, avoir un certain charisme ou une fibre de showmanship. Je ne sais pas si ce mot existe, mais Je voilà. comprends. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu dois accepter, premièrement, ce que le promoteur ou le producteur attend de toi, mais tu dois aussi accepter tes capacités. C'est-à-dire que si toi, je donne un exemple, tu es gringalé, tu fais 50 kilos, tu es pas très grand, je pense que tu fais plus que 50 kilos, tu fais 55 kilos. 56. 56. Donc, si tu as un certain physique, etc., et que tu te vois, tu te visualises comme une montagne de muscles, mais ce n'est pas le rendu Ouais. que tu donnes, non, ça n'ira pas. Mais si tu utilises le fait que tu ne pèses que 50 kilos, mais que tu utilises ça à ton avantage dans un show de catch, tu peux avoir une énorme carrière. Je vais te donner un exemple très très simple. Spike Dudley, si tu connais. Spike Dudley, ça dit rien? Spike Dudley, Spike Dudley. avec Bob Devon Array, et Dudley Bob Ray, Devon, ouais. non? Ouais, le petit qui les accompagnait. Exact. Ok. C'est pas une machine incroyable de muscles ni rien du tout. Ça l'a pas empêché de faire 10, 15, 20 ans à la WWE. Un autre gars là qui était pas très beau, Ellsworth, un truc comme ça. James Ellsworth. Ouais, un truc C'est comme ça, ouais. tu vois, voilà. Et c'est pas non plus, c'est pas une machine de guerre, le mec, tu vois. Mhm. Mais ça l'a pas empêché de trouver sa place dans le catch parce qu'il a accepté ce qu'il était. Yokozuna, pareil. Yokozuna, c'est Rikishi, pareil. C'est parce que ce sont des mecs qui ont accepté ce qu'ils étaient, leur personnalité, et qui ont utilisé ça à leur avantage. Je crois tu que le vois. plus connu, c'est André le Géant. Alors, Ah, oui, bien évidemment. Ouais. Après, André le Géant, je pense que même s'il faisait rien, il aurait cartonné parce que le mec, il fait 2 mètres, je sais même pas combien, 2 mètres 20, un truc comme ça. c'est ça, à mon avis, Ouais. dans ces zones-là. Ouais. Quand on pense aux catcheurs, on a cette image d'athlètes américains qui gagnent des milliers, voire des millions d'euros, de dollars par Ouais. an. Ouais. Alors, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'un catcheur belge, Ouais. c'est confortable comme, Tu comme veux savoir si je situation? suis millionnaire ou pas encore, c'est ça? Ah, pas encore, je suis pas encore millionnaire. J'ai dit pas encore, tu vois. Non, malheureusement, on n'est pas encore au stade de gagner des millions. Pourquoi? Pour la simple raison que, premièrement, le catch n'est pas suffisamment médiatisé. Tu vois, donc, pour pouvoir gagner des sommes astronomiques, pareil, tu dois être à la télé, tu dois être sur les plateformes, tu dois drainer de l'argent pour pouvoir avoir de l'argent, en fait, tout simplement. Mhm. Ça attire pas encore suffisamment de monde pour pouvoir être millionnaire. Et il n'y a pas encore toutes les semaines des forêts nationales qui sont pleines ou alors des stades Roi-Baudouin qui sont pleins une fois par an pour pouvoir gagner des millions. Alors je dis bien pas encore, parce que ça a déjà été fait en France. Il faut pas oublier ça. En France, ça a été fait en Allemagne il y a quelques décennies. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas en Belgique. On n'est pas plus bête que les Français ou les Allemands. Donc on peut y arriver. Un catcheur, il peut gagner sa vie raisonnablement s'il gère correctement sa carrière et s'il est suffisamment intelligent pour travailler de la bonne manière. Alors, l'année dernière, on avait fait une émission Ouais. ensemble sur la carrière de Roman Reigns, Ouais. tout sur la route vers WrestleMania 40. Ouais. Et quelques jours après, il t'est peut-être arrivé le pire pour un lutteur professionnel, Mhm. c'est une blessure. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était tout bête. Je me suis blessé, mais je me suis même pas blessé sur le ring. Je me suis blessé à la salle de muscu. J'ai eu littéralement la même chose que Cody Rhodes un an avant. Donc je me suis déchiré, j'ai eu une déchirure pectorale. Oh, putain. Ouais. Alors j'ai eu de la chance. Enfin, de la chance. Non, j'ai pas eu de chance parce que je l'ai eu, mais je veux dire, dans ma malchance, j'ai eu de la chance. C'était une déchirure partielle et pas une déchirure Ok. complète. Bah, Donc, 1 mois et demi, ça. ah non, Plus? c'est 5 mois, non. Ouais, ouais. 5 mois, oui. Quand elle est Non. complète, c'est presque 10 mois d'absence. Ah non, mais déjà c'est une opération. Déchirure Ouais. complète, c'est une opération. Moi, vu que c'était une déchirure partielle, donc c'était de la rééducation, beaucoup de rééducation, du repos bien évidemment. Et oui, donc je me suis blessé en mars et j'ai repris fin juillet, tu vois, avec la boule au ventre. Et tu te dis à tout moment ça va lâcher, tu vois. Mais oui, c'était vraiment embêtant, c'est tout bête à la muscu. J'ai eu la même chose que lui, littéralement. J'étais en bench press et c'était même pas super lourd, hein, c'est ça le pire. C'est vraiment une blessure de fatigue. Sauf que Cody Rhodes, c'est encore pire. Il était blessé, mais il continuait d'aller à la salle de sport. Et c'est là qu'il a Il y eu en la a déchirure beaucoup, Il hein. savait complète. pas, je pense. Il était pas conscient qu'il était blessé, je pense. Il avait peut-être une petite gêne, tu vois. Mhm. Mais on a tous des petites gênes. Est-ce que tu aurais été capable, comme lui, de lutter en PLE Ouais. avec une blessure pareille? À 2 millions l'année, oui. À 2 millions Mais l'année, moi oui. aussi, hein. Quand tu vois un Cody Rhodes lutter dans ces conditions-là, Alors- qu'est-ce que tu en penses? Attends, il faut pas tout mélanger. Moi, tu me dis de le faire avec un pec explosé, etc., dans le même état que lui, ça dépend où.
catcher devant 50 personnes pour aggraver mon cas, non, je le ferai pas. Il faut être intelligent. J'aurais peut-être mon ego qui voudrait me dire, ouais, fais-le juste pour te prouver que tu es un homme, que tu es capable de le faire, etc. Peut-être. Mais à un moment donné, il faut savoir réfléchir et te dire, non, je vais me blesser peut-être 2 ans si je continue dans cette direction. Cody, en l'occurrence, dans son cas, son pec était complètement déchiré. Alors, c'est sûr, certains qui souffraient, mais ça aurait pas pu être pire. Ils l'ont dit, le médecin lui a dit que ça peut pas être pire. Tu es déjà au maximum de ce qui pourrait t'arriver, tu vois. Et en plus de ça, il faut être réaliste, les enjeux ne sont pas les mêmes. Tu vois, le mec, il était tête d'affiche à la WWE, le gars qui était, tout le monde en parlait, le monde entier en parlait, il y a des sommes astronomiques qui sont en jeu. On le risque, bien évidemment. Il ne fera pas ça pour un petit show. Il faut être raisonnable. Et quand tu vois ça, tu es plutôt admiratif ou Je suis tu te dis c'est compréhensif. inconscient? Non, non, je dis pas que c'est inconscient. Je comprends parce que à sa place, j'aurais peut-être fait la même chose. Mais je suis ni admiratif, ni je me dis pas que c'est inconscient. Je me dis juste que je comprends. Il a, à sa place, j'aurais probablement fait la même chose, tu vois. Donc ça me choque pas. Et je sais qu'il y a d'autres catcheurs qui étaient blessés, autant blessés, et qui ont continué des matchs, qui ont terminé leur match avec des blessures graves. Triple H s'est déchiré le quadriceps en plein match, il a terminé son match. Qui d'autre? Il y a un catcheur dans les années 70 ou 80 enfin, sa jambe avait été amputée, et personne n'était au courant que sa jambe était amputée, et il catchait avec une seule jambe, tu vois. Ah ouais, Donc, puis Ah si, on peut quand même s'en rendre compte, ça tu normalement, vois, non? eh ben non, eh ben figure-toi que personne ne s'en est rendu compte, tu vois. Alors il boitillait un petit peu. Ouais, c'est je m'en doute. Mais non, ils ont même fait un film sur Mais lui, c'est- Iron Iron Claw, là. Claw, Ouais, oui, mais voilà, c'est ça. c'est une famille avec une histoire tragique. Ouais, ouais, ouais. Les Les Von Von 3 Erich. frères ou les 4 frères sont morts. Les Von Erich, ouais, il en reste plus qu'un seul, Les Von ouais. Erich, oui, Ouais, c'est ouais. ça. Et tu vois, ça, ce sont des situations qui sont incroyables, tu vois. Et, Mhm. et donc, il y a des mecs, ça s'est déjà arrivé, mais là, c'était médiatisé d'une manière incroyable, tu vois. Et ils ont raison de le médiatiser. Tu vois, ils ont totalement raison parce qu'il faut le faire. Mais il y a beaucoup de gars qui pourraient faire la même chose. Chez nous, même chez nous, il y a des mecs qui se sont blessés en plein match et qui avaient un deuxième match et on leur a demandé d'arrêter, mais qui veulent pas arrêter, qui veulent continuer parce qu'ils sont dedans, ils ont l'adrénaline et ils ont un ego qui leur dit non, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Moi, ça m'est arrivé, je me suis explosé le genou en plein match. Et comme un con, je suis monté sur la troisième corde et j'ai fait un crossbody, tu vois. Mais ouais, tu vois, donc oui, quand tu es dans le feu de l'action, tu t'en rends pas réellement compte, tu vois. Dans les sports de combat, c'est la même chose, hein. Bien sûr. Mais McGregor, honnêtement, Ah, McGregor. voilà. S'il pouvait tenir debout, je crois qu'il aurait terminé son combat contre. Khabib. Non, l'autre. Dustin Poirier. Aussi, Tu oui, vois. bien sûr. Il aurait terminé son combat. Mais il pouvait pas tenir Bien debout, sûr. sa jambe était cassée. Tu vois. C'est comme C'est ça. ça. Ouais. Alors dans la plupart des fédérations américaines, les lutteurs sont quand même payés Ouais. malgré leurs blessures, même s'ils sont inactifs. Ouais. Dans ton cas, est-ce que cette blessure, elle t'a pénalisé financièrement? Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes à la Ligue. Je produis la tournée nationale, je suis ambassadeur et je suis catcheur. Donc, moi, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de travailler quand j'étais blessé, parce que je gérais la production pendant la tournée, le reste de la tournée. Alors, après, il restait pas énormément beaucoup de dates. Il en restait que 3 ou 4 avant la trêve estivale, tu vois. Donc, moi, pour moi, ça a été. Mais un catcheur qui vit uniquement de ses cachets de catcheur, non, il n'est pas payé. Donc, automatiquement, il est pénalisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de catcheurs qui ont également un mi-temps par exemple, ou alors qui travaille à temps plein la semaine et qui cache les week-ends, ça existe aussi, tu vois. C'est un business qui est fort dangereux, dans le sens où si tu te blesses, bah, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, bah ouais, forcément, t'es pas payé après. Et après plusieurs mois d'absence, au moment de remonter sur les rings, Ouais. est-ce que tu as des doutes, une Ah crainte? bien oui, ah ouais, j'avais peur. Ah oui, j'avais peur, j'avais la boule au ventre. Je me rappelle, j'avais catché contre Sheikh Kamal et c'était à Oudenarde. Et je me suis dit, purée, bah, à un moment donné, je suis obligé de remonter. Mon kiné m'avait dit que c'était OK, que je pouvais remonter et que voilà, il fallait pas s'inquiéter. Oui, tu sentiras une gêne, etc. Mais tu peux remonter. Donc moi, j'ai fait confiance à mon kiné. Bien évidemment que j'avais peur, hein. Mais bien sûr, et même à Kamal, je lui disais, ouais, vas-y, mollo quand même, parce que voilà. Et oui, oui, mais quand tu es dedans, tu réfléchis pas trop, c'est de l'instinct. T'as Et pas une voilà. peur, des fois, de reproduire les mêmes prises qu'avant? Tu te dis, ah, c'est à cause de ça, peut-être, Non, c'est j'ai dangereux. peur de m'entraîner comme avant à la muscu. Oui, ça oui, là je soulève Ouais. plus ce que je soulevais au bench press, ce qui n'était Ah ouais, à pas ce non point-là. plus énorme, ce qui était pas non plus énorme. Mais oui, mais tu as une certaine peur, c'est normal, t'as pas envie de revivre la même chose ou la même chose de l'autre côté, ce qui peut arriver, tu vois. Donc oui, là je travaille d'une manière plus intelligente, mais sur le ring, tu peux contrôler certaines choses, mais il y a énormément de choses qui ne dépendent pas de toi, parce que ça dépend également de la personne avec qui tu travailles, tu vois. Et ça dépend de ton positionnement, ça dépend de ton timing, ça dépend de beaucoup de choses, quoi. On dit souvent qu'un catcheur, après une grave blessure, Mhm. on va dire entre 8 et 1 an d'absence, 8 Mhm. mois et 1 an d'absence, Mhm. le corps n'est plus le même, même s'il est à 100%, même s'il est rétabli, même s'il peut remonter sur les rings. Est-ce que c'est vrai ça? C'est difficile à dire, honnêtement. Je sais pas, je touche du bois parce que j'ai pas encore été dans cette situation. J'imagine que probablement que oui, ta carapace, entre guillemets, s'est assouplie parce que voilà, tu ne chutes plus tous les soirs, etc. Et donc forcément, tu auras tendance à encaisser moins.
Mais je pense que ça revient très très vite. Je pense qu'à partir du moment où tu fais 1 ou 2 entraînements, que tu réhabitues ton corps à chuter correctement, que tu reprends tes mécanismes, non, je pense que ça revient assez rapidement, quoi. Est-ce C'est qu'on comme le vélo. s'adapte pas plutôt après une grosse blessure comme ça? On n'adapte pas son style, on adapte sa Mmh. façon d'être sur le ring avec d'autres Totalement, lutteurs? totalement. C'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, il faut être intelligent et si tu catches toute ta carrière de la même manière, mais c'est une manière très, très explosive et très, aérienne, très, très dangereuse, tu ne tiendras pas longtemps parce que les blessures sont inévitables, tu vois? Donc à un moment donné, il faut être suffisamment humble et intelligent pour, heu, enfin «calibrer» entre guillemets ton style pour durer pour être dans la durée, quoi, tu Mmh. vois? Après, il y en a d'autres qui prennent un chemin différent. Je pense à Randy Orton qui a eu une grosse blessure au dos Ouais, et qui a été éloigné des rings pendant 1 an et demi. ouais, Et d'après ce qu'on a vu dans les médias, les médecins lui ont conseillé d'arrêter sa carrière, mais lui, il a voulu continuer. ouais, Mais s'il reprenait sa carrière, il fallait qu'il arrête de se chuter sur le dos parce que le RKO, qui est sa prise de finition phare, ouais. bah, ça le force justement à avoir énormément de Tu es chutes sur le dos, ouais. sur le dos. Et on voit que malgré le fait qu'il soit blessé, qu'il ait été blessé, Mmh. il continue. Après, c'est difficile d'être catcheur et de pas chuter sur le dos. C'est comme si tu demandais à un footballeur de pas chuter dans la balle, tu vois? Donc c'est assez compliqué, tu vois? Moi, j'avais été blessé au dos il y a 2 ans et je pouvais pas chuter sur le dos parce que j'avais une petite fissure enfin bref et pendant 1 mois, je chutais pas sur le dos. Alors j'étais avec des gars qui étaient très bons, qui me protégeaient et c'était délicat quand même, tu vois? Le risque, 0 n'existe pas dans ces situations. Mais je pense que Randy Orton, son style n'a jamais vraiment évolué, hein, tu Non. vois? Donc en réalité, il a jamais vraiment eu un style, explosif. Il a toujours eu un style propre, précis et son style en 20 ans n'a pas vraiment changé, tu vois? Donc en réalité, peut-être qu'il y a une petite nuance et encore je suis pas sûr, mais ça m'a pas personnellement choqué, tu vois? Je trouve que c'est moi je vois le même Orton, je préfère même cette version d'Orton que celle qu'il était avant de partir, tu vois? J'aime beaucoup ça. Alors le catch, c'est un divertissement sportif. Ouais, Cela signifie que c'est scénarisé, mais cela ne veut pas dire que c'est faux. ouais. Mais jusqu'à quel point c'est scénarisé? Ça dépend où tu vas, ça dépend où tu travailles, ça dépend des promotions pour lesquelles tu travailles, ça dépend du style de catch pour lequel tu travailles. Alors bien évidemment, si tu fais un style à la WWE comme Santino Marella, oui, c'est du théâtre, tu vois. Mais il faut savoir le faire, hein, il faut être capable de faire ce que fait Santino Marella, etc. Si tu vas au Japon, c'est totalement différent. C'est un style, c'est limite je pense que le côté show est beaucoup moins présent au Japon que dans le reste du monde. Si tu vas au Mexique, la lucha libre est totalement différente, tu vois. Donc c'est difficile de donner une réponse précise par rapport à ça parce que si tu poses la question à un gars qui a fait toute sa carrière à la WWE, il n'aura pas la même réponse qu'un gars qui a fait toute sa carrière en Europe ou un gars qui a fait toute sa carrière au Japon ou au Mexique, tu vois. Donc c'est un sport spectacle, le curseur sport et le curseur spectacle évoluent d'une zone à une autre. Alors je vais trahir un petit secret parce Ouais. que je Oula, t'avais attention. contacté Oula, attention. et pour le décor de cette émission, Ouais, je t'avais demandé: «Est-ce que tu pourrais ramener ta ouais, ceinture de champion?» ouais, Voilà, pour mettre en avant la ouais, World Catch League et cetera. ouais. Et là, tu m'as dit, ben, que tu es plus champion. Ah ouais, c'est incroyable. Du coup, déjà ça m'a surpris parce que pour moi, tu es champion à vie, Oui, tu as déjà bien de raison 1. de penser ça. Ça m'a surpris également quand je l'ai Et entendu. comme tu as dit, tu es promoteur de la World Catch Non, je ne suis League. pas promoteur, je suis producteur de la Product World Catch. C'est pas la même Mais chose. du coup, tu t'occupes du booking, des scénarios. Ça se passe pas exactement comme ça. Un producteur, c'est pas nécessairement celui qui gère tout. Faut pas croire que je me mets dans les backstage, je lui dis OK, toi tu gagnes, toi tu perds, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Un producteur fait en sorte que le show ressemble. Il a une idée précise du show. Il a une D'accord. espèce de fil conducteur du show. Mais j'influence pas ce qui se passe sur le ring. C'est pas moi qui dis aux gens ce qu'ils doivent faire. Moi, j'oriente le show d'une certaine manière par rapport au public qui est autour. Je fais tout ce qui est travail de médias, etc. Mais je n'influence pas directement ce qui se passe sur le ring. Pourquoi? Parce que le catch qu'on fait, c'est un catch à l'oreille. Donc c'est impossible pour moi de prendre un catcheur et de lui dire OK, à ce moment-là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et l'autre, il doit faire ça. Pourquoi? Admettons que je dise ça. Je dis ouais, j'ai envie que je prends l'exemple, je sais pas moi, Julian Ventura. Je dis ouais, Julian, je veux que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc., etc. Il va monter sur le ring, il va faire la même chose, il aura aucune réaction du public. Lui, il va passer pour un con, mais moi, j'ai fait une erreur. Tu vois? Parce que j'ai décidé pour lui ce qu'il devait faire. Je peux pas le faire, tu vois? C'est lui qui est quand il est sur le ring, il décide de lui-même, de sa manière de travailler. Il y a un exemple très connu par rapport à ça, c'est Hulk Hogan, Ouais, bon, qui est quand même une grosse légende de la WWF, ouais, qui est parti à un moment à la WCW ouais. et qui avait dans son contrat une clause très particulière, c'était Mmh. qu'il avait le contrôle créatif de son personnage, Ouais, à l'écran, dans les scénarios, etc. Et il ouais, décidait ouais, de se mettre constamment en avant, ouais, ce qui a causé un peu la perte de la WCW. ouais. Pour toi, ce sont des erreurs, ça, quand tu diriges un show de C'est catch? différent parce qu'ils ont la manière dont les Américains, et quand je dis les Américains, je parle de WWE, AEW, WCW.
En fait, ils ont des storylines. Donc, c'est une série télé que tu regardes. Donc, c'est Ce qui n'est pas le cas dans une tournée de non, World c'est Catch League. impossible parce qu'il n'y a pas de télévision. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir une storyline qui commence à Bastogne et qui se termine à Ostende. Le public n'est pas le même. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé la semaine précédente à Bastogne, tu vois. Donc, ça n'a pas lieu d'être, en fait, Mhm. tu vois. Sur un show, entre guillemets, ça peut se comprendre. C'est ce que je disais, c'est plus ou moins un espèce de fil conducteur. Mais faire une storyline sur une tournée qui n'est pas médiatisée, qui n'est pas télévisée, c'est ridicule. Donc, allez, alors, imaginons la situation. Hier, j'étais à Bastogne. J'ai fait j'ai fait un match contre Adonis Karpos. Tu vois, c'est un catcheur de chez nous, tu vois. Je l'ai battu, bien évidemment, tu vois. Et je vais à Ostende, je prends le micro et qu'est-ce que je dis? Ouais, la semaine dernière, j'ai battu Adonis Karpos. Sauf qu'Adonis Karpos n'est pas présent à Ostende. Ok, ouais. Donc tout le monde va me dire, mais qui est Adonis Karpos? Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que son frère Stefanos Karpos sort de nulle part. Mais les gens ne savent même pas qui est frère avec qui. Donc ça n'a pas vraiment lieu d'être, tu vois ce que je veux Et dire? du coup, comment on décide que Aaron Rami Ouais. ne sera plus champion? Ça se décide pas vraiment, en fait, ça se met au feeling. Le match qu'on avait fait à Charleroi était intense, il a duré 25 minutes. Alors, premièrement, c'est pas moi qui ai pris le pin, donc on peut mettre toute la faute sur Julian. C'est une erreur de jeunesse, il recommencera pas, il a appris. Mais on ne réfléchit pas de la même manière que les Américains. C'est-à-dire que pour nous, le fait d'être champion, ça n'a pas les mêmes enjeux que pour les États-Unis, parce que quand tu es aux États-Unis, genre Cody Rhodes, c'est le gars qui attire des millions, voire des milliards à la WWE. Le, En Europe, le champion, c'est peut-être parfois le plus méritant, c'est peut-être parfois celui qui attire du monde, ouais, effectivement, celui qui est peut-être l'emblème ou le porte-drapeau de ta promotion. Donc ça dépend réellement, tu vois, ce n'est pas vraiment, on peut pas comparer ça aux États-Unis, tu vois, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Si maintenant, demain, on signe un contrat avec RTL ou RTBF ou BX1 ou 4 ou peu importe, et qu'on a chaque semaine des shows télévisés qui sont suivis par le public belge ou le public francophone d'une manière générale, là on en reparlera. Parce que là je gagnerai tous les matchs et je ferai perdre tout le monde. Évidemment. La question ne se pose Bien même pas. évidemment. Mais du coup, comment se déroule une rencontre? Ouais. Donc, est-ce que le scénario est préparé en amont, de A à Z dans les coulisses, ou est-ce que vous respectez scrupuleusement, ou bien il y a une part d'improvisation totale? Il y a une énorme part d'improvisation. En fait, il y a un cliché autour du catch qui est que tout est préparé à l'avance, tout est organisé, les gens se mettent d'accord, etc. C'est impossible. Pour nous, en tout cas. Pour le circuit indépendant ou le circuit inférieur, parce qu'on n'est pas au même niveau que les Américains, on est d'accord. Je ne parle pas d'un point de vue technique. Honnêtement, on n'a rien à leur envier de ce point de vue-là. Je parle d'un point de vue business. On n'est pas dans le même univers, c'est sûr et certain. Euh, euh, En fait, il y a des. Je vais donner un exemple. On a un show dans quelques jours à Genk. Sur la carte, tu auras des Mexicains qui vont venir directement du Mexique. Ils vont atterrir à Düsseldorf, qui a 1 heure et demie de route, et ils vont atterrir le matin. Le temps qu'ils arrivent, il sera une demi-heure avant l'ouverture des portes. C'est impossible de préparer quoi que ce soit. Tu montes sur le ring et c'est à l'oreille, tu catches à l'oreille et tu improvises et voilà. Et chez nous, à notre stade, parce qu'il n'y a pas de médiatisation hebdomadaire, gagner ou perdre n'a aucune importance. C'est l'impact que tu as sur le public qui a de l'importance, tu vois. Moi, si je perds tous mes matchs de toute la saison, de toute la tournée, ça m'empêchera pas de faire une interview avec toi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que je suis ton champion à vie. Tu vois. My Trouble Chief. Ouais. Moi, ça, j'avais vraiment compris parce que j'avais fait un documentaire sur le catch il y a quelques mois. Parce que moi, j'étais aussi dans ces préjugés-là, comme quoi le catch était vraiment, vraiment scénarisé. Et puis, j'avais demandé à 2 catcheurs de faire un truc comme ça. Et ils m'ont pondu pendant 1 minute, ils ont catché. Ouais, un enchaînement en Un freestyle. enchaînement en freestyle. Et c'est là où je me dis, ah ouais, putain, quand Ouais. même, tu vois. Mais en fait, ce sont des mécanismes. Tu sais, c'est comme si. Je vais te donner une comparaison très simple. Quand tu regardes un match de foot, tu vois, c'est fluide. Ouais, bien Une sûr. équipe qui se connaît, c'est fluide. Les passes s'enchaînent, les centres s'enchaînent. Le mec qui sort de nulle part, il te met un coup de tête, il se retrouve en pleine lucarne. Ouais, il y a des Pourquoi? tactiques et tout. Exactement, parce que c'est travaillé, parce que il y a des mécanismes, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont l'habitude de travailler Ouais, c'est ensemble. ça. Donc c'est automatique. Toi et moi, on va faire un match de foot. Si je centre, déjà la balle, à mon avis, elle ira de l'autre côté, tu vois. Mais admettons que par miracle, j'arrive à la centrer vers toi, je la calibrerai pas pour que tu l'aies en plein air avec ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la différence entre des gens qui se connaissent, des professionnels et des amateurs ou alors des semi-amateurs, etc. Ah, mais donc, alors, les professionnels s'entraînent quand même entre eux, même à la En fait, WWE ou des ils trucs comme peuvent ça. ils peuvent éventuellement s'entraîner ensemble, mais c'est surtout qu'ils se connaissent. Parce que, Ok. alors, nous, on catch toutes les semaines. Nous, on Mhm. catch toutes les semaines. 1 fois, 2 fois par semaine. Parfois 3 fois, ça peut arriver. Eux catch pratiquement tous les jours. Donc, t'imagines bien qu'ils se connaissent encore mieux que nous. Tu vois, eux, ils se connaissent par cœur. Lorsqu'ils voient un truc arriver,
j'invente, hein, une projection dans les cordes, je vais pour une corde à linge, je vois que le mec, il l'esquive, il passe en dessous. Je sais qu'il y a des mécanismes, je sais qu'une chance sur deux, alors je peux essayer de mettre un coup de coude et il peut le prendre. Si je le fais et qu'il esquive parce qu'il réalise qu'il a envie de faire autre chose dans sa tête, il y a des choses qui peuvent arriver. Ça sera peut-être un ciseau-tête, ça sera peut-être un hurricanrana. Mais ce sont des choses ce sont des mécanismes et des automatismes que tu acquiers avec de l'expérience sur le ring. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu affrontes un lutteur étranger, espagnol, un Alors, américain, un anglais, ouais, comment ça se passe pour communiquer? il y a des codes universels. Il y a des codes universels dans le catch, c'est comme dans le foot, c'est le plus simple. Il y a certains codes qui sont respectés plus ou moins, c'est sur la manière de catcher, etc. Alors parfois, c'est pas si beau que ça parce que justement les styles varient, mais d'une manière générale, un catcheur doit être capable de s'adapter avec la personne avec qui il travaille. C'est pour ça que je te disais, moi, ça ne m'intéresse pas de sortir 50 prises qui sont à moitié ratées. Je préfère sortir 5 prises propres au milieu du ring comme il faut, vers la caméra ou vers le public, parce que je sais que le résultat sera optimal, peu importe avec qui je travaille, tu vois. C'est là que je pense personnellement qu'il faut être intelligent dans sa manière de travailler. Parce que j'ai toujours été très admiratif, il y a pas longtemps, du côté de la AEW, il y avait Ah, tu m'as un perdu. match Ah, tu m'as perdu. Ah, entre Okada, il me Okada, semble, ouais. donc, qui a un anglais très approximatif, il parle pas très bien anglais, et Bandido, qui est un lutteur mexicain, Mexicain, ouais. qui parle pas très bien anglais non plus. Et donc, moi, je suis toujours très surpris à l'idée de voir deux personnes qui ne savent pas parler une langue commune, mais Ouais. qui arrivent quand même à faire une rencontre. Parce qu'ils sont excellents, tout simplement. Parce que ce sont de très très bons catcheurs. Alors, je suis pas fan du produit AEW, mais ça, c'est mon point de vue personnel. On en parlera un petit On peu en parlera après. après. Mais il faut forcer de constater que ce sont d'excellents catcheurs. C'est le top du catch mondial avec les gars de la WWE. Donc, automatiquement, ils ont certaines capacités que d'autres catcheurs dans des plus petits circuits n'ont pas. C'est pour ça qu'ils arrivent à te sortir des matchs comme ça sans même se parler, sans même se regarder parfois. Ce sont des mécanismes. Et Bandido, je pense qu'il est littéralement né sur un ring de catch au Mexique. Tu vois, le mec, il a grandi dedans. C'est comme le fils de Ronaldo qui t'arrive à te mettre des coups francs à 10 ans, quoi, tu vois. C'est pareil. Et Okada, c'est un japonais. Et là-bas, c'est un style, le Puroresu, c'est un style extrêmement dur, extrêmement technique, extrêmement violent aussi. Tu vois, donc ce sont deux gars qui sont très bons dans leur domaine. Et la combinaison des deux fait que, ouais, il y a des étincelles, quoi. Maxime en parlait là tantôt. Tu as dit qu'on peut devenir catcheur à n'importe quel âge. Ouais. Est-ce qu'il y a des critères à respecter pour devenir lutteur? Temps physique, l'anglais par exemple. Ah, ça dépend tes ambitions. C'est sûr, tu vois, ça dépend tes ambitions. Si ton ambition est de vivre du catch, alors c'est sûr et certain que, mais ça, je pense que c'est dans tous les domaines, tu dois parler anglais. Ça, c'est sûr et certain, tu vois, parce que ne serait-ce que pour communiquer avec le promoteur, l'organisateur, le producteur, les journalistes ou qu'est-ce, tu es obligé de parler anglais, tu vois, mais ça, c'est dans tous les domaines. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, les promoteurs ou alors, du coup, les producteurs également, ce qu'ils cherchent, ce sont des gens déjà qui savent travailler, mais aussi qui sont capables de t'attirer du monde. Donc, c'est-à-dire que si tu as un look impressionnant, si tu as un physique impressionnant ou si tu dégages un certain charisme, tu auras beaucoup plus facile à être ce qu'on appelle booké dans les shows et évoluer et ainsi de suite. Maintenant, moi personnellement, je trouve que n'importe quel physique peut être adapté à la discipline, tu vois. Moi, je trouve que c'est même nécessaire d'avoir des physiques différents. Et quand je dis des physiques différents, je peux parler de géants de 2,10 m, comme je peux parler de personnes de petite taille. Tu vois, je parle vraiment de tout, d'hommes, de femmes, de tout, de tout. Tu vois pourquoi? Parce que c'est un sport spectacle. Tu vois, il y a le côté divertissement. Les gens, ce qu'ils ont envie de voir, c'est ce qu'ils ne voient pas tous les jours. Moi, par exemple, en tant que fan, j'ai pas envie de voir sur le ring mon boucher du coin, tu vois. Moi, j'ai envie de voir un mec qui me fait rêver. Je le vois, je me dis, ouais, il Ou est quand tu vois incroyable. des Darby Allin ou des Adam Cole, t'as l'impression de voir des lutteurs ou Moi, je suis pas. Alors, t'es obligé de dire que ce sont des lutteurs parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, tu vois. Alors, on est obligé de. Tu peux pas dire Darby Allin ou Adam Cole ou Shawn Michaels. Moi, Shawn Michaels, c'était quand même assez bien, quand même. Eddie Kingston, Sami Zayn. Physiquement, moi, ça me fait pas rêver, tu vois. Après, Sami Zayn est excellent sur le ring. Tu vois, il est excellent, il arrive à connecter avec le public. Et lui, je pense que ce qui l'a aidé, c'est peut-être aussi le fait qu'il a un physique entre guillemets normal, parce qu'il se distingue des monstres, je vais dire Batista, mais il y a qui Ryback et compagnie, tu vois. Donc il se distingue à sa manière, mais il s'est accepté comme il était, quoi, tu vois. Est-ce que cette période est un peu révolue dans le monde du catch? C'est physique, Non. imposant, Non, costaud. j'y crois pas une seule seconde. On en voit de moins en moins des Batista, des Triple H, des Undertaker, Excuse-moi. des Gargano, des Ciampa, je recite encore Adam Cole Je par suis pas exemple. d'accord. Braun Strowman, c'est pas un gringalet, Ouais, hein. bon, c'est des géants, oui. Des géants, il y en avait. Homos Ouais. aussi, c'est vrai. Mais Ouais, hein, donc non, je suis pas j'ai d'accord, l'impression, hein. Brian Cage. on en parlera un peu Ouais. après, mais Triple H, maintenant qui est Ouais. booker, Ouais. qui a le contrôle créatif, disons il est moins subjugué par les gros physiques que pouvait l'être Vince McMahon. Alors, c'est pas la même chose, pour moi.
Vince McMahon, c'est vrai qu'il donnait, il misait tout parfois, ou alors presque tout, sur le physique. Et il outrepassait les aptitudes techniques. Alors Triple H, tu lui mets un gars qui a le physique de Lex Luger ou de Rick Rude, mais tu lui mets la capacité technique, par exemple, d'un Dolph Ziggler, il va te le signer directement. Tu vois. Donc c'est pas le physique qui est un détriment maintenant. C'est le fait qu'on se concentre davantage sur ce que les catcheurs savent faire sur le ring. Alors qu'avant, on pensait juste avec, tu vois, les gros billets de banque là dans les yeux, tu vois. On se disait, ouais, lui, tu le mets sur un poster, il te remplit une salle entière. Alors que maintenant, on se dit, oui, il y a des mecs pour remplir des salles entières, mais tu as également besoin de mecs qui savent catcher et qui n'ont peut-être pas un charisme incroyable, mais qui sont très bons, tu vois. Et c'est bien qu'ils leur donnent leur chance, c'est très important, tu vois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le catch? Ouf, c'est difficile de donner des conseils. Bah, moi, je pense qu'il faut choisir une bonne école de catch. Je pense qu'il faut, encore une fois, se donner les moyens d'être catcheur professionnel. Alors, si tu veux juste faire du catch, fais-le. Il n'y a aucun problème. Va dans un club de catch et fais-toi un kiff. Et si tu vas apprendre à faire le RKO, fais-le. Sois quand même bien encadré parce que c'est très, très dangereux. Mais après, ne te plains pas si personne ne veut te booker parce que tu ne ressembles pas vraiment à ce qu'on cherche pour être booké, quoi, tu vois. Donc ça, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Moi, j'aime bien les gens qui prennent leur propre responsabilité et qui ne jettent pas la faute sur les autres personnes en disant oui, on m'a pas booké parce qu'on m'aime pas. Non, on t'a pas booké parce que tu n'attires pas de public. Est-ce que tu connais Ashton Hall? Je sais pas du tout qui c'est. Non, t'as pas vu son contenu sur les réseaux sociaux? Non, je sais pas qui c'est. Bah, c'est un coach sportif Ouais. personnel Ouais. qui est devenu très viral sur les réseaux sociaux avec sa morning routine Ah, le mec qui met son visage dans le bol très de... atypique, Ah, très le particulière. Evan, Exactement. ouais, Thank you. j'ai vu qui c'est. Du coup, bah, ta morning routine, c'est quoi? Ah, ok. Alors, je me Est-ce que réveille. tu te mets des seaux de Est-ce que tu glace te dorlotes? Tu dis ça parce que j'ai une peau impeccable, c'est ça que c'est. Si tu as des secrets, n'hésite pas à partager. Bien, j'ai une morning Skincare. routine et j'ai une très bonne skincare et j'ai aussi une night routine, j'imagine. J'imagine qu'on appelle ça comme ça avant de dormir. Sûrement. Déjà, ouais. Ouais, tu vois. Oui, je me réveille le matin. Alors j'essaie de prendre une douche quand même parce qu'il faut sentir bon dès le matin. Tu vois. Ensuite. Ah bon? Oui, il faut. Le mec, il a loupé la première Remets-toi étape. en question. Ça t'aide dans ta journée, ça peut t'aider dans ta journée. Alors, la première chose que je mets, c'est que j'utilise de l'eau micellaire, tu vois, et c'est pour nettoyer le visage. Ensuite, je mets du tonique. Et juste après ça, qu'est-ce que je mets? Je mets une crème de jour. Et puis, je mets un truc pour dégonfler les dessous des yeux. Voilà, c'est Ça- comme ça, ouais. Ça, c'est moi le matin. Ok. Et j'ai plus putain. ou moins la même chose, sauf que c'est une crème de nuit. Et une journée atypique, enfin une journée type d'Aaron Rami, ça ressemble à quoi? Ah, ça dépend. Ça dépend si je catch. Je vais te donner la journée type, par exemple, de samedi qui arrive. Tu vois, là, on a un show. Je vais me lever le matin. Je vais faire ma skincare, bien évidemment. Je vais manger parce que je suis pas adepte du jeûne intermittent et tout ça. Moi, j'aime bien manger. Mon sac, je le fais, je prends. Alors, généralement, si on a un show qui est assez loin, je me lève très tôt. Je vais prendre mon équipe. Je vais passer chercher mon équipe technique, le crew, etc. Tout est déjà planifié parce que la veille ou 2 jours avant, la fiche technique a déjà été envoyée. Donc tout le monde est déjà briefé, tout le monde est déjà au courant de ce qu'il doit faire, à quel moment être là, etc., etc. Toujours du retard. Il y a toujours du retard, il y a toujours des erreurs, tu vois, mais il faut l'accepter, ça fait partie de l'événementiel. Et ensuite, je passe les prendre, on prend la route. Alors ça peut être 1 heure, 2 heures, ou 2 heures et demie, ou 3 heures. On arrive sur place, tout le monde est déjà drillé, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, on met tout en place. Moi, je supervise les différentes équipes pour la mise en place, etc. Parce que j'ai une idée précise de ce à quoi je voudrais que le show ressemble par rapport à la salle dans laquelle on est. Ensuite, les catcheurs viennent. Les derniers à arriver, ce sont les catcheurs en fait. Donc, si tu veux, l'ouverture des portes est à 18h. Donc, les catcheurs viennent généralement à 17h parce qu'il y en a qui viennent de loin. Donc, on essaie de donner une deadline à 17h. Comme ça, ils ont le temps de se relaxer, etc. Et l'ouverture des portes. Et à partir du moment où l'ouverture des portes commence, moi, je me change. Je suis en tenue de catcheur et je gère le show en régie avec l'équipe technique de la régie, avec le speaker qui est en oreillette. Et parfois, je lui dis de faire durer le truc ou pas parce que parfois, il oublie peut-être de dire de citer un sponsor, je lui rappelle, ou parfois, il faut durer plus longtemps parce qu'il y a un problème technique de là ou là ou là. Et donc ça, c'est un travail qu'on a tendance à oublier. Le travail de speaker est très, très important et on a tendance à l'oublier parce que le mec, il est en première ligne. S'il se plante, tout le monde le regarde et c'est la première personne que les gens voient. Donc ça, il faut faire honneur au speaker et au ring announcer. Alors dans le monde du catch, la WWE, c'est la référence. Ouais. C'est la fédération qui a contribué au rayonnement de ce divertissement. Totalement. Pour la majorité des lutteurs, intégrer cette compagnie, c'est un rêve, c'est un but ultime. Mhm. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que le rêve américain fait partie de tes objectifs? Mais c'est un objectif, bien évidemment. Celui qui te dit qui est catcheur et qui a regardé la WWE ou même pas et qui te dit non, moi ça m'intéresse pas, je préfère catcher devant 50 personnes tous les week-ends, c'est pas vrai.
Tu vois, il faut être Là, honnête. si mes recherches sont bonnes, il y a eu des contacts à un moment avec NXT. Ah, moi, oui, oui, tout à fait, oui, oui. En fait, moi, j'étais en contact avec eux 3 fois. La première fois, c'était en 2018. Ils avaient fait un espèce de... Enfin, c'était pas un recrutement, mais ils avaient fait un try-out pour les catcheurs européens. J'avais été contacté et donc j'ai rempli tous les documents, etc. et tout. J'ai pas été appelé. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit que non, ça les intéressait pas un Belge, donc ils ont pris des Français et des Allemands. La deuxième fois, c'était directement avec William Regal. Ça, c'était vraiment impressionnant. Et c'était en février 2020. Février 2020. Malheureusement, un mois plus tard, c'était le Covid. Donc, tout était à l'arrêt. Ah ouais, c'est con. Et Quelle donc, période. ouais, et tout était à l'arrêt. Et la dernière fois, c'était la plus récente. C'était il y a quelques mois. La WWE a fait un énorme show ici à Forêt Nationale, à Bruxelles. Premier show télévisé. C'était énorme. Justement, j'allais t'en parler Ah, parce bah que vas-y. Bah ouais. ils ont fait une tournée il y a pas longtemps en Ouais. Europe, dans beaucoup de pays, en Ouais. Espagne, en Italie, en Angleterre et en Belgique. Et en Belgique. Et pour la première fois dans l'histoire, la WWE a organisé un Monday Night Raw Mm. à Forêt Nationale, Ouais. donc à Bruxelles. Et les fans ont pu voir John Cena, ils ont pu voir Seth Rollins, ils ont pu voir Rey Mysterio, Ouais. et ils ont pu voir Aaron Rami, Ils ont fait mais dans un registre très différent. Oui, oui, effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que la WWE, lorsqu'ils font des tournées, que ce soit nationales ou internationales, ils font appel à certains catcheurs locaux. Alors là, en l'occurrence, c'était pour le show à Bruxelles. Alors, quand tu n'es pas sous contrat, tu n'as quasiment aucune... Enfin, tu ne catcheras pas en fait, hein, tu vois. Alors, ou alors, il faut vraiment que ça soit exceptionnel pour que tu montes sur le ring catché. Mais tu auras un rôle plus ou moins important. Ça dépend de la storyline de l'épisode, etc. Et moi, en l'occurrence, je devais faire une apparition sur le ring pour suivre un catcheur masqué que personne connaît, qui est... Mysterio. non, pas Rey Mysterio, pardon. C'était l'autre, un Américain, El Grande Americano, tu vois. Ah, Je ne le sais pas personnage. je sais pas qui c'est, en fait. Je n'ai pas vu son Mais il y a visage. des soupçons. J'ai aucune idée de Il y a qui est des cette soupçons. personne, tu vois. Il y a des rumeurs comme quoi ce serait Chad Gable. Non, mais parce que après- je les ai vus les deux en même temps en backstage, donc ils étaient l'un Ah en ouais, face de ça c'est l'autre un à scoop ça pour le discuter. coup. Donc, Oui, oui, donc voilà, non, on ça peut écarter du coup ça cette peut pas théorie. être Chet Gable, ça peut pas être Chet Gable, sûr et certain, tu vois. Et donc du coup, je devais, moi avec 2 ou 3 autres catcheurs européens, on devait courser ce fameux catcheur mystérieux. Et voilà, donc je fais une apparition sur le ring de la WWE. Now, that would be H.O. and Americano. If it was made in America. C'était sympa. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, honnêtement, alors bien évidemment, c'est génial d'être sur un ring de la WWE avec l'ambiance. En plus, c'est Forêt Nationale. J'ai travaillé à Forêt Nationale, tu vois, donc c'est impressionnant, tu vois. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est toute l'organisation en backstage. C'est un autre univers. Et moi, j'avais un regard complètement différent, tu vois. Il y avait d'autres catcheurs qui étaient là, des catcheurs européens qui étaient présents, qui regardaient peut-être juste le côté spectacle et catcheur, etc. Moi, j'avais un double regard parce que je regardais le côté organisationnel, tu vois. Et c'est énorme. C'est un autre univers. C'est même pas un autre monde, c'est un autre univers, tu vois. Ils sont 150 en backstage, tout le monde est rodé, tout est calibré, mais d'une manière incroyable. Il y a du stress, tu sens qu'il y a de la tension, c'est palpable, tu vois, mais ils sont très, très, très forts, ouais. Et tout le monde est mélangé, hein. Triple H, Cody Rhodes, John Cena, Seth Rollins, tu vois tout le monde passer, ça défile, et ouais. Tu penses qu'un jour il y aura un PLE en Belgique? Bah écoute, si tu m'avais posé la question, est-ce qu'il y aura un Monday Night Raw à Bruxelles, je t'aurais dit non il y a un an. Et donc maintenant, là, j'ose plus te dire oui ou non, tu vois, parce qu'il y a quelques années, je t'aurais dit non, je pense pas, tu vois, etc. Honnêtement, peut-être, hein, parce que l'ambiance était incroyable, hein, et même les Américains ont adoré. Et, ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas. Ça serait dans une plus grande salle, j'imagine, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Peut-être pas le Royal Rumble, peut-être pas, bon, certainement pas WrestleMania, mais peut-être un Backlash ou peut-être un, je sais pas ce qu'il y a encore comme pay-per-view, No Way Out. Clash in. Ouais, Clash in Brussels ou un truc encore. Ou Elimination Chamber. Non, Elimination Chamber, c'est quand même un gros truc. Donc oui, peut-être, hein. Franchement, why not? Alors autrefois c'était un peu honteux de regarder du catch. On ne s'en vantait pas trop. C'est vrai. Maintenant, il y a une vraie tendance autour de ce divertissement sportif. Ouais. Comment est-ce que tu expliques l'explosion du catch ces dernières années? Peut-être les réseaux sociaux, hein. Je pense que peut-être les réseaux sociaux ont fort joué. Et en plus, la gestion de la WWE est elle a été très, très intelligente depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que si tu remarques bien, la marque WWE, pendant les années 2000, quand moi je regardais le catch, c'était assez underground, tu vois, c'était du heavy metal, c'était, tu vois, un truc très, un peu obscur, etc. C'était interdit enfin, pas interdit, mais déconseillé en moins de 12 ans, etc., tu vois. Donc rien que ça te limitait
un grand public. Tu vois, il y avait une stigma Mhm. sur le catch. Ouais. Ce qu'ils ont fait, alors on a beau critiquer et dire que c'était ennuyant ou tout ce que tu veux, etc. Mais le fait de passer PG, donc tout public, ça a tout changé. Tu vois, ça a tout Sûr. changé. Ouais. Tu vois, ils ont travaillé avec des plus grosses chaînes avec plus de moyens. Ils ont touché un plus large public. Ils ont commencé à changer, donc même leur musique, hein, si tu remarques bien, on est passé du heavy metal à de la rap, hip-hop, etc. Et tout, tu vois, pour toucher un plus large public. Ils ont commencé à inviter, avant, ils invitaient juste Limp Bizkit ou je crois un groupe de rock. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a j'imagine Wiz Khalifa, Snoop Dogg et compagnie. Ça a été très intelligent. Ils ont touché un public plus large. Logan Paul. Travis Scott dernièrement. Exactement, tu vois. Logan Paul, tu vois, ils ont attiré Ah, il un était mec. catcheur, lui Ah, ouais, attention, il est très bon. Ah ouais? Ah, Logan Ah, mais Paul, justement, il est très bon. Attention. Pour faire parler du catch, on fait appel à des personnalités. Déjà dans les années 80-90, il y avait Mohamed Ali, il y avait Ouais. Mike Tyson, Ouais. il y avait un membre de Jackass, Steve-O, ouais. Steve-O, et Ouais. il y avait aussi Johnny Knoxville. Johnny Johnny qui avait participé à un match à WrestleMania contre Avec Sami Zayn. Sami Zayn, ouais. Contre ouais, Sami Zayn. ouais, ouais, Et puis ouais. récemment, je pense que les cas les plus connus, c'est Logan Paul et Bad Bunny aussi. Bad Je Bunny, sais c'est pas, très bien Logan Paul. débrouillé. Hein. Bad Bunny, c'est Ouais. très bien Et débrouillé. apparemment, ils se sont entraînés, ils ont offert des performances très saluées par les fans. Ouais, vraiment. Toi, ton avis sur ces personnalités publiques qui se lancent dans le monde du catch? Bah, ça donne la visibilité, c'est très bien. Tu vois, et en plus, je trouve qu'ils sont bien utilisés. Alors, Logan Paul, je le mets dans une catégorie à part parce il est excellent. Alors, bien évidemment, quand tu es catcheur, tu vois les petites imperfections, etc. Mais ça, c'est normal. Tu vois, ça, le mec, il fait ça depuis 2 ans, même pas. Tu vois, il s'est retrouvé propulsé à WrestleMania, à Royal Rumble, etc. Donc, c'est normal que ça soit pas parfait. Les gars avec qui il travaille sont excellents, bien sûr, tu vois. Mais le mec est très bon. Il apprend vite, il n'a pas peur, il a un physique, etc. Moi, je trouve que c'est très, très bien parce que ça fait parler du catch. Il y a des gens qui découvrent le catch et qui se rendent compte qu'en fait, c'est plus que ce truc un peu bizarre où tu as des mecs en slip qui se battent pour une ceinture, tu vois, un truc un peu spécial, quoi, tu vois. Et donc, ça permet d'ouvrir un peu les horizons. C'est très, très bien. Maintenant, il faut pas non plus oublier il faut pas non plus que ça soit au détriment des catcheurs professionnels, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui sont très, très bons, tu vois, qui n'ont peut-être pas la chance de briller, mais au final, c'est du business. Logan Paul, s'il te fait une salle sold out en mettant sa tête, tout le monde gagne de l'argent derrière ça, pas uniquement lui. Donc tout le monde, l'industrie gagne de l'argent. Donc forcément, ça plaît pas à celui qui malheureusement travaille depuis 10-15 ans pour essayer d'avoir ce spot-là, mais qui n'y arrive pas parce qu'il n'est pas assez connu, parce qu'il manque de charisme, parce que ci, parce que ça. Et bon, si on réfléchit comme ça, alors on fait plus rien dans la vie, quoi, tu vois. Alors en plus d'être catcheur, tu es également promoteur et producteur. Producteur, je suis pas promoteur. Ah pardon, producteur. Je referai plus l'erreur, promis. Producteur et promoteur. Oh là 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 là. Oh là Le là mensonge là. en direct est fabuleux. Donc, producteur et tu es le créateur, le cofondateur Ouais. de la World Catch League. Ouais. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit et comment ce projet a vu le jour aujourd'hui? Alors, la World Catch League est née en 2018. C'était un pari un peu fou, pour être honnête. Donc, c'était. Alors, moi, je catchais déjà depuis pas mal d'années, tu vois. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais en France. Je pense que j'étais à la WS. Et à un moment donné, j'avais envie de changer d'air. J'avais envie de faire autre chose, etc. Et c'était une véritable frustration, tu vois, de te dire qu'il y a du catch partout. Je catch toutes les semaines dans des belles salles. Mais je catch jamais en Belgique, je catch jamais chez moi. Genre, limite, ma famille n'avait pratiquement jamais vu un match, un vrai show. Et donc, en fait, j'ai entraîné quelqu'un avec moi qui était mon meilleur ami depuis toujours. Je lui ai dit, écoute, tu me suis. Il m'a dit, allez, faisons ça. Et lui était déjà dans l'événementiel, etc. Donc, on a créé ça. Alors, j'ai fait appel à d'autres catcheurs avec qui j'avais toujours été. Et on a travaillé ensemble. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Mais quand je dis chacun, c'est vraiment chacun. Donc, il y avait les premiers shows, c'était galère parce qu'on travaillait. Premièrement, on perdait de l'argent, on gagnait même pas de l'argent, tu vois. Et puis après, on travaillait à des heures et des heures et des heures, tu vois. Et on terminait très, très tard ou plutôt très très tôt le lendemain, tu vois. Et on a eu des flops, on a eu des réussites, on a eu des portes qui se sont fermées, on a eu des portes qui se sont ouvertes, ou alors parfois on est passé vraiment par le trou de la serrure. C'est comme ça que ça a vu le jour, tu vois. Parce que je pense que c'était une frustration généralisée de plusieurs catcheurs belges qui se sont dit, mais comment ça se fait que chez nous, il n'y a pas ça alors que tu roules à 1 heure d'ici et tu as des salles pleines, tu vois. Et il faut rendre hommage à toutes ces personnes qui ont travaillé depuis le début pour mettre tout ça en place. Donc maintenant, l'équipe s'est agrandie, il y a plus de gens, il y a une équipe technique derrière, etc. Mais au début, c'était pas comme ça. Hein. Au début, on transportait tout dans les voitures et à l'arrière et c'était vraiment, vraiment galère, quoi, tu vois. Et la WCL,
Ouais. Est-ce qu'elle a une spécificité par rapport à d'autres promotions? Bah, c'est pas du catch indépendant, ça c'est sûr et certain. Le style de la World Catch League, c'est un style qui est proche de la WWE. C'est-à-dire que c'est tout public, c'est-à-dire que tu peux être fan de catch ou pas, tu passeras un bon moment. Pourquoi? Parce que l'objectif, encore une fois, et c'est là que mon rôle de producteur joue un rôle, c'est que j'oriente plus ou moins le show pour qu'il parle à un maximum de personnes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que si toi, tu n'es pas fan de catch, que tu viens pour la première fois, je veux que tu comprennes tout ce qui se passe sur le ring et je veux que tu repars de là en te disant, en fait, je me suis bien amusé, c'était sympa. Tiens, je Ouais. pensais pas que le catch c'était comme ça, tu vois. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des matchs où il y a des fils barbelés, des trucs comme ça. C'est pas mon délire, tu vois. Alors ceux qui aiment ça, tant mieux pour Donc eux. il n'y aura pas de verre pilé, il n'y aura pas Il y aura jamais ça. d'ampoule cassée, non, il n'y aura pas tout Il y ça. aura Pas jamais de ça. chaise sur la tête. Chaise, ça peut arriver, mais ça, c'est un accident. Tu vois. D'ailleurs, c'est comme ça que chez Kamal a gagné. Il a frappé Julian avec une chaise. Et c'est pour ça qu'on a perdu le titre. Mais Ah. nous, c'est pas notre délire. C'est pas ce qu'on a envie, c'est pas l'image qu'on a envie de véhiculer. Nous, notre objectif, c'est du sport spectacle familial. Et j'ai même envie de dire un sport spectacle familial interactif. Parce que le public participe à l'événement. En fait, quand tu vas à un show World Catch League, tu vas pas regarder un show de catch. Tu participes. Tu vois. Tu influences ce qui se passe sur le ring, tu vois. Et c'est ça qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris. C'est pour ça qu'on a 46 dates en 2025. C'est pas rien, tu vois. C'est qu'il y a une raison derrière. Ça me permet de rappeler que la World Catch League est en tournée depuis le 8 février Ouais. et ce jusqu'au 24 novembre dans toute la Belgique. Mais il y a des dates qui vont encore être annoncées prochainement. Ah oui, J'ai tout été à voir fait. sur le site. Donc, tu es en tournée en France, en Belgique bien sûr, et aux Pays-Bas. Ouais. Donc, c'est une quarantaine de dates sont prévues Ouais. au total. Ouais. Et si vous souhaitez y participer, eh ben, vous n'avez qu'à à prendre vos billets sur eventbrite.be. Ouais. Comment elle se passe la tournée en ce Ça moment? se passe bien. Écoute, qu'est-ce qu'on a fait déjà? On a déjà fait Paris. On a fait 2 jours à Paris. C'était super sympa. Grande première à Paris d'ailleurs. On avait fait Chimay, ça c'était vraiment bien. D'ailleurs, on a eu les amis d'RTBF qui sont venus, qui ont filmé un épisode de C'est du Belge à Chimay, avec la principauté de Chimay. Donc on a eu la princesse de Chimay, mais une véritable princesse, tu vois, qui était présente avec le prince. On a fait Bastogne, on a fait la province du Luxembourg avec une ambiance incroyable. On a fait Charleroi, on est revenu à Charleroi. L'année passée, on avait eu le Grand Cactus qui était venu, qui ont filmé un épisode. Et ça se passe bien. On a commencé à Tour et Taxi comme chaque année à la JapanCon. Et ça se passe super bien, on est très content. Et là, maintenant, on va en Flandre. Le premier show en Flandre ce samedi à Genk, au Limburg Hall. C'est la première fois, c'est une magnifique salle. Et c'est la première fois qu'il y a du catch au Limburg Hall. Et je pense que. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense qu'il y a déjà eu du catch à Genk, mais un show de cette ampleur, ouais, c'est la première fois. En tout début d'interview, tu as dit qu'au début de ta carrière, tu as lutté sous des tentes, des chapiteaux, dans des salles de foires, gym, ouais. etc., des Ouais. fois. Et dernièrement, dans une interview, Ouais. tu as déclaré qu'il fallait que les shows de catch se professionnalisent, qu'ils donnent envie aux gens de découvrir du catch, Ouais. et qu'il fallait cesser certains types d'événements qui véhiculaient une mauvaise image de ce Ouais. divertissement. Ouais, tout à Et fait. bon, les propos n'ont pas été au goût de tout le monde, notamment certaines fédérations locales en Wallonie. Toi, face à ce bad buzz, entre guillemets, tu réagis comment? Bah, tout d'abord, c'était une tempête dans un verre d'eau. C'était pas non plus. Il n'y a pas eu la DH qui a écrit un article dessus en disant oh là là, attention, les Ouais, shows ça c'est sûr, hein. les shows de foire, etc. etc. Donc, mais c'est vrai. Ce que j'ai dit, c'est quoi? C'est que la première image que tu as, si tu n'as jamais vu de catch de ta vie, et que tu vois un show de catch dans une foire entre une baraque à frites et la pêche au canard, bah, ça ne te vend pas du rêve. C'est la vérité, en fait. Parce que tu as cette image du catch qui est John Cena, WWE, écran géant, etc. Et tu sais que c'est limite inaccessible aux États-Unis. Et tu te retrouves à 2 rues de chez toi avec du catch sous une tente dans un environnement qui n'est pas professionnel, tu vois, qui n'est pas professionnalisé. Ça ne te donne pas envie, ça ne vend pas du rêve. Donc oui, effectivement, les shows de foire ne vendent pas du rêve, c'est la vérité. Alors moi-même, j'ai catché dans les shows de foire. J'ai catché des dizaines de fois dans un show de foire. Et j'étais bien content d'être dedans parce que j'ai appris sur les shows de foire énormément. Mais c'est pas pour autant qu'il faut continuer dans cette direction. Il y a 100 ans, il n'y avait que des shows de foire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des shows de foire. Tu vois. Maintenant, on arrive à une époque où, si tu veux aller de l'avant, tu es obligé de te professionnaliser, de mettre les moyens, d'investir et d'essayer de te proposer quelque chose de potable ou de professionnel. Et le problème, c'est que quand on est dans un milieu qui est le catch en Belgique, qui n'est pas suffisamment médiatisé, donc tous les Belges ne savent pas qu'il y a du catch en Belgique. Et si ces Belges-là, le premier rapport qu'ils ont avec le catch, c'est du catch de foire qui donne pas envie, ils vont mettre tout le reste du catch dans le même sac. Donc en fait, en réalité,
C'est une vérité, tu vois. Et d'ailleurs, dans l'interview, le journaliste, c'est lui qui avait ouvert le débat. C'est lui qui me disait, oui, le show de catch, le catch de foire, etc., ça donne une mauvaise image. Et effectivement, je lui avais dit que oui, tout à fait, tu vois. Et lui, en l'occurrence, il parlait de la Madeleine. Tu vois, la Madeleine, c'est une fête à Charleroi. Et donc, je pense que chaque année, il y a ce show de foire à la Madeleine. J'ai même catché, je crois, 2-3 années à la Madeleine. Mais c'est vrai que ça ne vend pas du rêve. C'est une réalité, c'est Mais un quand tu fait. vois les shows de catch dans des foires, Ouais. est-ce que c'est plus un manque de moyens aujourd'hui ou la vision des promoteurs ou des producteurs qui est un peu, on va dire, dépassée, poussiéreuse? Alors, je ne sais pas si c'est une vision qui est ancienne ou poussiéreuse, etc. Je pense que les shows de foire ont toujours existé et ils continueront à exister. Et je pense que c'est juste qu'on est dans une continuité. On se dit, voilà, ça existe depuis 100 ans, on va continuer de faire ça encore 100 ans, tu vois. Mais moi, je pense que ce n'est pas peut-être la meilleure chose de faire, de faire évoluer le catch en Belgique ou même à l'international, tu vois. Alors, si tu veux, on peut faire des shows de foire à vie, il n'y a pas de problème. Mais peut-être qu'il faut se donner les moyens de passer à une étape supérieure, tu vois, et essayer de donner envie aux gens de venir en se disant que les mecs que tu vois catcher qui se cassent le dos, parce que les mecs qui sont sur les shows de foire, ils se cassent le dos en fait, hein. Et peut-être qu'ils se cassent encore plus le dos dans les shows de foire que dans les autres shows. Pourquoi? Parce que la plupart de ces catcheurs-là n'ont pas toujours la possibilité de catcher toutes les semaines. Donc quand ils ont la possibilité, et moi j'en faisais partie, quand j'avais la possibilité de monter sur le ring, que ce soit dans un show de foire ou dans une grande à salle, 3000, quoi. je donnais mais 3000%, tu vois, 3000%. Donc le risque de se blesser est beaucoup plus élevé, etc. etc. Donc je trouve que même pour ces catcheurs qui font ça, c'est peut-être pas. Il faut avoir plus d'ambition dans la vie. Il faut essayer de professionnaliser la discipline d'une manière générale. Alors c'est bien parce que ça permet aux jeunes de monter sur le ring, d'avoir une expérience, mais on peut très bien faire ça dans un petit gymnase, à l'abri des regards négatifs et pas essayer d'attirer de la négativité ou des journalistes, parce que le journaliste, en fait, il a rien à gagner à dire ça. Il dit juste son point de vue. Lui, il passait par là, il a vu ça, il s'est dit, ah ouais, mais en fait, j'y connais rien au catch, mais ça me donne pas envie de le voir. C'est pas moi qui ai soufflé dans son oreille en lui disant, ouais, mec, il faut que tu dis ça. Donc c'est venu de lui, tu vois. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il a changé d'avis. Il a dit, en fait, finalement, en fait, c'est bien le catch. C'est pas juste du catch de foire, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a moyen de donner une très très bonne image du catch, mais je pense que ça doit être fait d'une certaine manière et gérer le catch comme un business et pas comme un passe-temps, j'ai envie de Tu dire. passes beaucoup de temps sur les rings, mais on te voit beaucoup aussi en dehors. Ouais. Donc, vu ton rôle de producteur de World Catch League, ben, tu es obligé de faire beaucoup de médias, de faire la tournée médiatique, d'aller sur des plateaux télé, à la radio, de parler à des journalistes. Est-ce que c'est une facette qui te plaît ou tu pourrais t'en passer, la promotion? M'en passer moi personnellement ou Oui. que Non, la personnellement, World est-ce Catch que League s'en passe? non, est-ce que toi, personnellement, c'est une facette de ce métier qui te plaît ou au contraire, ça te prend beaucoup de temps et ça te plaît pas trop? Pour moi, c'est là, on a une discussion. Pour moi, c'est une discussion. Ok. Donc, pour moi, je travaille pas là. Enfin, je travaille, mais pour moi, je le vis comme une discussion. On parle d'un truc qui me passionne. Donc, pour moi, je le vis pas réellement comme une labeur ou un truc comme ça. Je suis dans l'optique où plus les gens entendent parler du catch d'une certaine manière, mieux c'est pour le business et mieux c'est pour tout le monde. Donc moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Je me sens à l'aise à dire ce que je pense dans un micro ou devant une caméra et à répondre aux questions parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, il y a les gens qui ont une certaine image négative du catch, on peut pas trop leur en vouloir. On peut pas trop leur en vouloir et on peut même pas en vouloir réellement aux médias parfois de véhiculer une image négative. Parce que pour que le catch ait une image positive, il faut que le catch lui-même se donne les moyens d'avoir une image positive. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que concrètement, si maintenant, j'invente, hein, on invite sur un plateau télé un catcheur qui n'a pas nécessairement énormément d'expérience, qui n'a pas nécessairement une grande carrière ou alors une moyenne carrière, etc., et qu'on le fait et qui se fait passer pour un catcheur professionnel qui s'y connaît, qui fait ci, etc., et qui tombe dans tous les pièges tendus par les journalistes, bah, ça donne pas une bonne image du catch. Il faut être réaliste, tu vois. Donc à un moment donné, je pense que et ça, c'est pas vraiment la faute des médias. Ça, c'est plus la faute de la personne qui n'a peut-être pas les moyens de répondre à certaines questions et qui n'a pas le bagage ni technique ni les connaissances pour répondre à certaines questions et qui frappe à côté, tu vois. Donc ça, on peut pas trop en vouloir à ça. Je pense que ce qui manque réellement au catch en Belgique et je pense même d'une manière générale en Europe, c'est une certaine codification globale. C'est-à-dire qu'en fait, le catch part dans tous les sens et c'est dommage parce que je trouve que si tout le monde travaillait ensemble pour faire monter le produit catch,
peu importe quelle bannière, hein. Le produit catch, tout le monde gagnerait dans l'histoire, tu vois. Si on pouvait fédérer, entre guillemets, tout ça et faire un règlement, une charte, etc., on irait beaucoup plus loin qu'en essayant de se prendre la tête pour une question de foire, une question de baraque à frites, une question de ci, une question de ça. Tu vois, c'est très con parce que ça, ce sont des miettes. Tu vois, je pense que les Américains, ils s'en foutent complètement qu'on leur dise que c'est du chiquet ou pas. Parce qu'au final, quand tu vas à un show WWE, t'as les étoiles plein les yeux. Tu te dis, c'est incroyable en fait. Que ce soit vrai ou faux, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent les moyens de faire ça. Donc, de répondre aux mêmes questions sans cesse, c'est pas quelque chose qui te Mais fatigue? non, parce que je pars du principe que la personne qui me pose la question attend une réponse et qui n'a pas nécessairement la réponse. Donc pourquoi est-ce que je serais fatigué de répondre à une question de quelqu'un? Toi, en l'occurrence, tu connais le catch. Tu regardes le catch depuis des années. Mais c'est pas le cas de tous les journalistes. Donc à chaque fois que je fais une interview, je pars du principe que la personne qui est en face de moi n'a jamais vu de catch de sa vie. Donc je Ok. fais de mon mieux pour essayer de lui expliquer du mieux possible, à ma connaissance, comment, qu'est-ce que le catch, comment je vois le catch, quelle est ma vision personnelle du catch. Alors c'est pas une vision globale, c'est ma vision personnelle. J'ai envie de dire que bon, ça se passe plutôt bien, on va pas cracher dans la soupe, donc il faut peut-être m'écouter un petit peu. Cette première partie est terminée. Ok. Donc là, c'est la seconde qui est liée à l'actualité. Yes. Donc je vais te citer des noms qui font l'actualité. Alright. Donc tu me dis ce que tu penses d'eux brièvement, Bien sûr. histoire de voilà Ok. qu'on quand même parle de WrestleMania qui approche et Yes. qui arrive dans quelques jours. Le premier, Triple H. Ah, j'adore Triple H. Triple H, Booker. Est-ce Je- qu'il surpasse Vince McMahon pour toi? Ça c'est une bonne question. Et honnêtement, alors, il faut prendre la globalité. Et on peut pas dire que Triple H dépasse Vince McMahon parce que Booker je vais pas compter NXT, de WWE, Main Roster, etc. Ça fait combien d'années? Voilà, ça va faire officiellement 1 an. Depuis le départ de Vince Tu peux McMahon, pas comparer il est ça tout à seul. 45 ans ou 50 ans, tu vois. Donc c'est pas comparable. Bah, il y en a beaucoup qui disent que Triple H, lui, aime vraiment le catch. Non, Vince McMahon, il aime le catch aussi, sinon il l'aurait pas fait, il faut être réaliste, tu vois. Mais il y a une autre différence aussi, c'est que Triple H a été catcheur pendant des années, des décennies, tu vois. Très bon. Chose est très bon, chose que Vince McMahon n'était pas. Donc il a grandi dans les vestiaires, il connaît le catch. On peut pas dire que Vince McMahon ne connaît pas le catch, il a littéralement créé le catch pratiquement de toutes pièces aux États-Unis, tu vois. Mhm. Donc Vince McMahon a apporté. Moi, j'adore Triple H. J'adore en tant que catcheur, j'adore ce qu'il dégage, j'adore ses interviews, j'adore tout ce qu'il fait, tu vois. Mais on peut pas dire qu'il a apporté plus au catch au jour d'aujourd'hui que Vince McMahon qui a fait ça depuis 40 ans. D'ailleurs, Triple H ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Vince McMahon. À un moment donné, il faut être réaliste. C'est tu pas vois. faux. Tu vois, donc Ouais. pour moi, tu sais, les Américains font souvent des Mont Rushmore, etc. Et tout, du catch, tu vois, avec des têtes, le monument qu'ils ont aux États-Unis. Alors, si on va mettre toute l'industrie du catch, je pense que Vince McMahon, il a son Mont Rushmore rien qu'à lui. Il faut être réaliste. Le mec, il a fait passer la WWE j'exagère, d'un truc régional, une structure régionale, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il a peut-être pas fait des choses très catholiques, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais forcé de constater, Bah, il a été très bon dans ce qu'il a fait. en ce moment, il est dans la tourmente avec toutes ses affaires et Oui, ça, c'est sûr. Il Alors, a moi, je vendu parle- toutes ses parts. Moi, je parle côté professionnel. Tout côté vie privée, limite, ça me regarde pas. Nous, on est en train de on est en train de jauger même plutôt la carrière professionnelle de Vince McMahon. À un moment donné, les gars, on peut pas dire que Vince McMahon est moins bon que Triple H. Triple H est excellent dans ce qu'il fait. Hein. Je dis pas le contraire. Peut-être qu'il le surpassera un jour. C'est possible. Tu vois, il a encore les moyens de le faire. Mais entre 1 an et 45 ans, 50 ans, 60 ans, il faut être réaliste. Quand même. Triple H, d'ailleurs, qui sera Hall of Famer cette année. Donc, Plus que mérité, honnêtement. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien lui. Hein, c'est sûr. le final boss, The Rock. Ouais. Et j'aime bien The Rock. Ouais. J'aime bien The Rock. Son implication ces dernières années dans le booking. Bah, il a tiré un peu la couverture de son côté, ça c'est sûr. Après, oui, bien évidemment, je crois que c'est évident pour tout le monde et tout le monde le sait, c'est que voilà, il aime bien aider un peu sa famille et ses amis et ses proches. T'aurais pas fait la même chose à sa place, honnêtement. Faut être honnête. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Arrête, Franchement, je arrête, sais pas. arrête. Non, franchement, je sais pas. Moi, je comprends, Alors, et ça plaît pas, encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, bien sûr. Mais au final, il a voulu se faire mousser, comme on dit, au détriment de Cody Rhodes. Ça s'est retourné contre lui parce que le public a décidé que c'est Cody Rhodes qu'il voulait voir. Et donc, Ouais, le ils ont final dû- boss, c'est un merveilleux accident, en fait. Ouais, totalement, tu vois, totalement. Donc au final, il a essayé de tirer la couverture de son côté, mais de l'autre côté, le public a dit attends, nous on veut pas voir ça, tu vois. Et il voulait pas une catastrophe à WrestleMania comme il y avait eu quand Batista avait gagné le Royal Rumble il y a quelques années. Donc ouais, ils ont changé de direction. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit. Déjà ça, c'est aux États-Unis où tout est calibré, tout est organisé vraiment au millimètre près. Déjà là, ils n'ont pas le contrôle de tout ce qui se passe.
Alors, je te laisse imaginer comment c'est chez nous, tu vois. On va du côté de la AEW, là. The Je Elite. sais pas si j'arriverai à répondre à une question, mais vas-y. The Elite. Ouais. T'aimes bien Kenny Et Omega et Young Bucks. Et je connais pas, sincèrement, je connais pas. Je regarde pas le produit C'est pas, AEW. on en a parlé plein de fois, parce que cette fédération, elle est quand même assez récente, elle a Ouais. 6 ans d'existence. Elle est concurrente directe de la WWE. Non. En termes de moyens, en Donc termes voilà, de vous êtes moyens et de très amis, en structure, tout si. cas. En tout cas, si la AEW te contacte, tu vas pas. Ah, Tu j'irai dis non. directement, ils me vont proposer des millions, bien sûr que j'irai. C'est normal, faut être réaliste. Mais je veux dire, à un moment donné, non, c'est pas la même chose. On peut pas comparer une structure qui existe depuis quoi, 5-6 ans 5-6 ans et une structure qui existe depuis 60-70 ans. C'est pas comparable. Moi, j'ai des amis qui sont à AEW. J'ai des gars avec qui j'ai catché en Angleterre qui sont là-bas, tu vois. Et tant mieux pour eux, et Dieu bénisse, et ils gagnent des fortunes, etc. Et je suis content pour eux. Mais pour moi, personnellement, et c'est mon choix personnel, la WWE est au-dessus de AEW. Pour moi, il n'y a le pas de Real- débat, bien sûr. Pour moi, le Real Madrid est au-dessus du PSG, même si on parle beaucoup du PSG. C'est mon point de vue En personnel. ce moment, c'est pas trop Ou ça. C'est pas le meilleur exemple. Historiquement parlant. Et c'est un historiquement merengue parlant. qui le dit. Attendez, hein, je attendez, souffre. attendez. Franchement, Oui, je Oh, souffre. ils ont Porter, perdu d'ailleurs, hier. merci, j'ai passé un excellent moment t'es hier. régalé. Fan Ouais. d'Arsenal. Moi, je suis fan du Barça, encore mieux. Oh là 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 là. Est-ce qu'il peut sortir de la discussion Je s'il te plaît dois De toute façon, il partir va dans 5 partir dans minutes, en quelques minutes. Non, donc, mais je veux dire, ok, d'accord, le PSG a peut-être le vent en poupe là pour l'instant, mais historiquement parlant, c'est incomparable, les gars. Ouais, Il faut bien être sûr. réaliste. Tu vois, le Real Madrid, c'est le plus grand club de l'histoire, tu vois. Donc c'est pareil pour moi pour la WWE, tu vois. CM Punk. Son utilisation là maintenant, qui va d'ailleurs faire son premier main event à Ah, WrestleMania. WrestleMania. Ah, alors moi, il y a un truc que personnellement, j'apprécie pas du tout. Jey Uso a gagné le Royal Rumble. Ah, c'était un des noms, mais on peut parler de Jey Uso qui, oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que historiquement parlant, le gagnant du Royal Rumble fait le main event. Fait le main de event, et WrestleMania. ce sera pas le cas. Et ce ne sera pas le cas, et moi, ça perd tout son sens. Tu vois, parce que c'est une tradition qui existe. C'est le quantième Royal Rumble 35e. Ouais, je pense, oui, 36e, quelque chose 36e. comme ça. Alors là, c'est déjà arrivé. Rappelle-toi, C'est Seth déjà arrivé. Rollins, WrestleMania 35, qui a battu Brock Lesnar. C'était l'opener. C'est vrai, c'est déjà arrivé. C'était l'opener de WrestleMania 35, puisqu'il Ok, voulait d'accord. mettre absolument en avant la division féminine. Ouais. Et on avait le triple menace Ronda Rousey, Charlotte Flair, Becky Lynch. Mais il y en avait une d'elles qui avait gagné le Royal Rumble féminin. Becky Lynch. Ouais, Ah, bah, non, ça a du sens. ouais, Tu c'est vois, vrai. ça a du sens. C'est juste qu'ils voulaient mettre en avant la division féminine. Tu vois, donc là, oui, je comprends. Ils ouvrent le show avec un gagnant du Royal Rumble, ils clôturent le show avec un gagnant du Royal Rumble. Moi, j'aime pas. Et, parce que je trouve que ça perd un peu son sens. En 36 ans, c'est une tradition. Moi, je suis fan des traditions. J'aime bien que les choses aient un historique, etc., qu'on essaye de garder tout ça. Je trouve que il aurait dû faire le main event de la nuit 1. Tu vois. Et malgré les caprices de CM Punk et compagnie, je pense qu'il. Voilà. Après, je comprends le côté Mais- business. Et Jey Uso, vainqueur du Royal Rumble, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, personnellement, quand j'ai vu le Final Four, je savais que c'était lui. Parce que je me suis dit c'était trop évident que John Cena remporte le Royal Rumble, tu vois. Et moi, j'étais persuadé que ça allait être lui, tu vois. Donc, au Final Four, hein, pas avant le match, hein, je t'avoue, tu vois. Mais, et c'était trop évident. Je pense que c'était CM Punk. Il y avait qui les 4 derniers CM Punk John Cena, CM Punk, Jey Uso et Logan Paul. Honnêtement, même. CM Punk et John Cena, ça aurait été trop évident, tu vois. Logan Paul, ça aurait été un pari vraiment très, très risqué. Moi, je trouve que Jey Uso, en vrai, ça a du sens. Ça a du sens, tu vois. Je trouve qu'il est super over, il est adoré partout. Parce que sa victoire a beaucoup fait réagir. Il y en a beaucoup qui se disent Alors, il y en a beaucoup qui se disent ça parce qu'il a éliminé John Cena en dernier. Tu vois, il aurait éliminé CM Punk en dernier. Peut-être pas CM Punk, il aurait éliminé Logan Paul en dernier. Personne ne se serait dit, n'aurait crié au scandale, tu vois. Au contraire, ils auraient dit, ah, heureusement que Logan Paul n'a pas gagné, tu vois. Donc, je pense que tout le monde était dans l'euphorie de John Cena, c'est sa dernière tournée, etc., etc. Maintenant, je pense que le match Gunther Jey Uso, l'ambiance sera bonne, mais je pense pas que ça sera le meilleur match de la soirée. Moi, j'aimerais revenir sur 2 noms, parce que l'année dernière, en faisant cette émission spéciale Ouais. complètement Jeff Tribal, Ouais. tu avais déjà dit que t'aimais pas Gunther, que Ouais. t'aimais pas son style. Ouais. Il est devenu champion du monde. Ouais, je sais, je suis trompé. Et t'as dit que Cody Rhodes n'allait pas gagner Et il est devenu à champion du WrestleMania. monde. Il est devenu champion. Ah bah voilà, en battant alors, Roman Reigns. alors, John Cena ne va pas gagner, comme ça il gagne, tu vois. John Cena, justement, sa tournée d'adieu, et on est obligé d'en parler un petit peu. Le heel turn. Le bien heel sûr. turn Ouais. qui a mis tout le monde sur le cul. Ah, c'est génial. Personne ne s'y attendait. Lui qui a été gentil pendant plus de 20 ans. Ouais. Et là, voilà, pour son dernier run, il est méchant. Pour l'instant, on verra ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, tu vois. Mais non, c'est génial. C'était le moment ou jamais de le faire et personne ne l'a vu venir. C'est le but. C'est choqué. C'est comme la fin de la streak de l'Undertaker. Personne ne l'a vu venir contre Brock Lesnar. Ça a choqué tout le monde, on en parle encore, tu vois. Et donc là, du coup, John Cena, heel turn.
Pour moi, c'est le plus gros heel turn de l'histoire, plus que Hulk Hogan. Et... Après, c'est peut-être pas ma génération, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être le plus gros heel turn de. Pour la de l'histoire. génération NT1, oui, c'est le plus gros Ouais. éditeur. Non ça, Ouais, c'est je sûr. pense, ouais. Ouais. Pour moi, personnellement. Philippe Chiraud et Christophe Ajus, Ouais. ils ont mis la lumière sur le catch. Ouais. Et on peut dire que voilà, si le catch est aussi populaire en France, en Belgique, en francophonie de façon générale, c'est grâce à eux. Ouais. Toi, plus tard, après ta carrière de catcheur, Ouais. est-ce que tu te verrais devenir commentateur? Je sais pas si j'ai le talent d'être commentateur, honnêtement. C'est un métier, hein, mine de rien. Donc c'est facile de. Quand tu es devant ta télé tout seul et que tu te mets à commenter, c'est facile. Mais quand tu as un micro, 2-3 caméras sur toi et que tu peux pas te rater, c'est une autre histoire, tu vois. Donc c'est tout un métier. Ils sont excellents dans ce qu'ils font et ce sont devenus des vedettes du catch à leur manière, tu vois. Et bravo pour tout ce qu'ils font. Moi, je sais pas, peut-être. Hein, je sais pas, honnêtement. Pour l'instant, je pense pas réellement à l'après in-ring. Je pense que je resterai peut-être toujours dans le catch. Est-ce que je ferai uniquement de la production? Je ferai peut-être genre manager ou un truc comme ça, j'en sais rien. Mais je sais pas. Ça peut être sympa, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Il est temps de te connaître davantage. Ah, Avant-dernière rubrique, les Ouais. questions portraits. Let's Donc, go. c'est questions simples, réponses courtes. Ok. Ton catcheur préféré? T'as dit question simple. Hein. Ça, c'est pas une question simple. Honnêtement, je peux en choisir 2 ou pas? Allez, 2? que mon champion Alors, à non, vie, tu as le droit. j'en mélange 2. Triple Orton. Triple Orton. Triple Orton. Ton équipe préférée? De foot? Non, Ah, de catch. catch. Mon équipe préférée de catch. Oh, c'est une bonne question. Vu ce que tu as dit là tantôt, peut-être les Dudley Boys? Non. Non, pas nécessairement. Ah, c'est une très bonne question. Laisse-moi réfléchir, on reviendra dessus. On reviendra après. Ouais. Ton équipe de foot préférée? Oh, le Real Madrid. Ah, Ah, bah ouais. Très très bon choix. Carrément. Tu vois, champion à vie, hein, je t'avais dit. excellent. Ton thème favori? La musique d'entrée, favori. Here comes the money. De Shane McMahon. Elle est pas mal, hein. Ouais. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ton cheat meal préféré? Ouh, ça dépend entre pizza. Alors, je te mets le combo complet. Pizza tiramisu. Ouais, avec du pain à l'ail. Ouais, pain à l'ail en entrée. Pizza tiramisu. Ouais, ça c'est pas mal. Italie à l'honneur donc. Italie à l'honneur, ouais. Après, j'aurais pu te dire sushi aussi. Mais quand je dis sushi, c'est pas 5 sushis, c'est genre le gros plateau de sushi, tu vois. Ouais. Évidemment. Ton jeu vidéo préféré? Écoute, je suis pas trop jeu vidéo, mais en fin de saison, j'ai pris 1 mois pour me reposer et pour soigner toutes les blessures, etc. Donc je me suis pas entraîné et j'ai allumé une PlayStation 4 que j'ai depuis des années que j'ai jamais vraiment utilisée. Et j'ai découvert avec 10 ans de retard Red Dead Redemption 2. C'est génial C'est ça. incroyable ce jeu. Génial, Il est franchement. incroyable. J'étais dégoûté quand. Il n'y a plus de spoiler maintenant, tout le monde est au courant. Quand Arthur Morgan est mort, tu vois. Ah, j'étais dégoûté. Tu vois. J'ai vécu ce jeu. Tu vois, mon cheval à un moment donné est mort et j'étais triste. Tu vois. Donc, ce jeu est incroyable. Attends de voir quand tu auras le temps de faire The Last of Us. Le Non, je premier l'ai, ou j'ai le pas deux. aimé. Non, j'ai pas aimé. Ah. J'ai joué, je l'ai, mais je suis pas trop univers zombie et tout. Donc, c'est pas trop mon Je délire, peux tu vois. comprendre. Ouais, Assassin's Creed est pas mal par contre. Ouais, les premiers après, moi je trouve ça c'est un peu perdu. Oh hein. non, Ouais. Odyssey est incroyable. Ah, j'ai arrêté bien avant. Moi j'ai arrêté là là. au 3, je pense, quand ils sont en Angleterre. Puis après, j'ai arrêté parce que ça me saoulait vraiment. Ils sont trop perdus. Tu m'as déçu là. Ta stipulation favorite? Honnêtement, j'aime bien le style de match des Survivor Series, 4 contre 4. Ah ouais. J'adore ça parce que je trouve que ça peut aller dans tous les sens. Il y a du drama. En parfois tu trouves... traditionnel ou en Wargames? Non, Wargames, j'ai jamais été fan. J'ai jamais aimé le Wargames. Je trouve que c'est super long. Ça dure une plombe avant que tout le monde rentre. Je préfère. Ça, c'est la touche Triple H. Hein. D'ailleurs, depuis Oh qu'il oui. est là, les traditionnels Survivor Series sont devenus des Wargames. Ouais, ça par contre, je suis pas fan. Là, je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça dure trop longtemps. Le match est trop long. Je trouve que les Survivor Series, à un moment donné, tu te retrouves 4 contre 2, puis tu te retrouves 2 contre 1, et puis c'est un truc incroyable. Ce que tu aimes faire pour te détendre, J'ouvre une bouteille de whisky. avec modération. Le métier que tu aurais aimé faire si tu n'étais pas catcheur. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, journaliste. Journaliste, ça aurait été bien, honnêtement. Ouais. La musique que tu écoutes pour te motiver avant un match. J'écoute pas de musique pour me motiver avant un match, mais juste pendant les entraînements. Alors, il y a une musique, c'est très spécial. C'est Eric Prydz, et ça s'appelle Opus. Donc, c'est une musique, tu connais? Oui, je connais. Ouais, bah, qui dure 7 minutes, mais qui a un tempo très lent. C'est une musique qui est hypnotique, Ouais, je saisis le mood. tu vois. Ouais. Et ouais. La chanson que tu adorais avoir Ouais. comme thème d'entrée. May No, All the Above. Ton film préféré Oh, 3. avec Brad Pitt Brad en Pitt, rôle de ouais, rôle. avec Achille. Ton acteur ou actrice préféré En vrai, Brad Pitt, j'aime beaucoup. Hein. J'aime Qui beaucoup fait Brad sens. Pitt. Hein? Ouais. qui fait sens avec 3. Ouais, Brad Pitt, j'aime beaucoup. Ton show de catch ou pay-per-view préféré? Si je dis WrestleMania, c'est trop évident. Donc, on va dire. Bah,
l'idée du Royal Rumble est excellente. L'idée du Royal Rumble où tu as 30 gars pardon, sur un ring et le dernier, tu sais jamais vraiment qui va gagner. Donc l'idée du Royal Rumble, ça te garde toujours en haleine, tu vois. Euh, Après, je suis obligé de dire WrestleMania quand même, tu vois. Le lutteur que tu trouves sous-estimé. Alors, il y en a plusieurs. Et je trouve pour l'instant, Chad Gable est incroyable. Chad Gable est vraiment, vraiment bon. On parle de bon soldat, Chad Gable, il accepte tout ce qu'on lui donne Ouais. et il le fait bien. Et oui, oui. Alors, il y a un gars qui lui ressemble énormément avec un masque, Ouais. mais Chad Gable, il est très, très bon. Il est vraiment excellent, tu vois. Après, t'as Finn Balor qui est très bon. En vrai, Dominic Mysterio est très bon aussi, en vrai. Et t'as Dolph Ziggler, j'ai toujours trouvé qu'il était vraiment très bon. Ouais, voilà. Moi, il y en a un, c'est Cesaro. Alors autant maintenant, à la AEW, il est mieux utilisé, mais moi j'ai toujours eu un passement au cœur pour Claudio Castagnoli. Parce qu'il avait un talent monstre, mais pas de charisme. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et ça, malheureusement, on peut pas faire l'impasse dessus. Je suis d'accord avec toi. Après, ils lui ont donné un manager et tout ça. Ils lui ont mis Polyman, je pense. Hein. Oui. Ouais. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. C'est ça qui est dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout, malheureusement. Mais point de vue in-ring, il était incroyable. Hein. Il était vraiment. Enfin, il l'est toujours, hein, j'imagine. Mais ouais, Cesaro, effectivement. Et d'ailleurs, ça fait plaisir avoir un Européen qui arrive à ce stade-là. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Le catcheur que tu trouves sous-coté. Surcoté. Surcoté. Moi, je suis pas fan du style de de Gunther. Gunther. Pardon. Je suis pas fan, tu vois. Après, c'est mon avis personnel. Il y en a qui adorent. Je pense que Gunther, c'est soit tu adores, soit tu détestes, tu vois. Donc, et ça fonctionne très très bien pour lui. Et il n'a pas volé sa place. Mais moi, je suis pas fan, tu vois. Moi, je sais pas, je suis pas fan, tu vois. Un catcheur dont tu ne comprends pas la hype. Attends, laisse-moi réfléchir. Pardon, sous-côté, un autre gars, excuse-moi, j'ai oublié. Austin Theory. C'est vrai. Sous-côté. Son pote, l'Australien. Grayson Waller, Ouais, je suis pas fan. ton manager préféré. C'est difficile. Manager préféré. Est-ce que Ric Flair, on peut le compter comme manager ou pas? Oui, tu Ah peux. bah alors, Ric Flair. La question qui t'agace le plus autour de ton métier. Non, plus maintenant. Honnêtement, il n'y a plus aucune question qui m'agace. Oui, c'est du cash de foire. Non, il n'y a plus rien qui m'agace. Avant, ce qui me dérangeait, et je pense que c'est tous les catcheurs au début, c'est ah ouais, mais est-ce que vous faites vraiment mal? Oui, mais pourquoi Ah ouais, la pire question que j'ai eue. Ouais, mais pourquoi tu fais pas de la boxe? Mais ça n'a pas de sens. Cette question n'a aucun sens. Tu vois, tu manges une pizza, je te dis ouais, pourquoi tu manges pas une glace? Ça n'a pas de sens. Tu vois, je fais du catch parce que je veux faire du catch, pas de la boxe. Tu vois, donc c'est le genre de truc. C'est un peu con, mais ça m'atteint plus, honnêtement, ça m'atteint plus. La facette que tu aimes le moins dans le catch. Moi, personnellement, ce sont les trajets. Je suis pas fan de trajet. Je me rappelle à l'époque, quand on faisait la route, parfois on rentrait, on quittait la salle à 1h du matin, on rentrait à 7h du matin, explosé. Et parfois, malheureusement, tu n'avais même pas pris ta douche parce qu'il n'y avait pas de douche dans l'endroit où tu étais. Donc, moi, c'est le côté qui me plaît pas des masses. Après, je sais que voilà, c'est une tournée, donc tu es obligé de faire avec. Mais sinon, à part ça, les entraînements, ça me dérange pas. Le mode de vie me dérange pas. Les médias me dérangent pas. L'attente, les heures d'attente, ça me dérange pas. Le fait de parfois te faire ruer ou acclamer, forcément, ça me dérange pas. Mais la route, c'est vrai que parfois, c'est pas évident. La rencontre ou rivalité qui t'a le plus marqué à la télé. Je pense que ça doit être Randy Orton Triple H. Ouais. WrestleMania 25. C'était WrestleMania 25? Oui, il y en a eu plein, mais au main event de Au WrestleMania moment où 25. il rentre chez lui. Et tout. Ah, la rivalité toute entière. Ouais, Alors, ouais, quand où il il met embrasse sa femme Sa aussi. femme, ouais. Il Ouais. met non, un DDT à sa femme. Ouais. Ouais. Mais ouais, ça c'était. Ah, attention. Batista Triple H, c'était bien aussi. Batista Triple H, quand il quitte. Avec toute la Quand il quitte storyline de Evolution. l'évolution. En fait, toute la storyline de l'évolution, je trouve qu'elle était vraiment bien. Elle était géniale. Parce qu'elle a duré pratiquement 1 an. Tu vois, et elle était. La Non, Bloodline avant l'heure. la Bloodline avant l'heure, c'est vrai. Ouais. La Bloodline avant l'heure, ouais. Une chose de positif à dire sur la AEW. Ils essaient, ils se donnent les moyens de concurrencer la WWE, donc bravo à eux, tu vois. C'est juste que je suis pas fan du produit, quoi, tu vois. Un catcheur connu que tu as eu la chance de rencontrer. William Regal. Un catcheur connu que tu as eu la chance de confronter dans un ring. Carlito. Carlito. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Hein. La chose dont tu es le plus fier. Honnêtement, la World Catch League. Ouais, parce que ça, c'est venu vraiment de loin. Et c'est un pari très, très risqué. Et c'est énormément de travail. Ce sont des heures et des années de travail. Et on a tendance à réduire tout ça pour un catcheur à 10 minutes sur le ring. Et pour un organisateur, producteur, ce que tu veux, à peut-être 2 heures de spectacle ou quoi. Mais dis-toi que pour organiser ces 2 heures, déjà, ce sont 24 heures non-stop de travail. Mais quand je dis 24 heures, c'est que nous, on rentre le lendemain matin à la maison, tu vois, pendant que les gens se réveillent pour prendre leur petit-déj, tu vois. Et en plus de ça, tu as tout le travail qui est fait en amont. Donc, ça. Et il faut surtout rendre hommage à toute l'équipe. Parce que, alors, moi, bien évidemment, j'ai la chance d'avoir une équipe que je peux gérer. Mais moi, tout seul, je ferais rien, tu vois. C'est tous ces gens qui travaillent extrêmement dur.
et qui comptent pas leurs heures, et qui font des sacrifices, et qui même parfois pour X raisons, d'ailleurs il y en a un qui malheureusement sera pas avec nous ce samedi parce qu'il a quelque chose de plus important familial, mais qui se sent mal, qui culpabilise de pas être avec nous. Donc tous ces gens-là qui adorent ce qu'ils font et qui se démènent et qui font un maximum pour que le public passe un bon moment et que les catcheurs passent un bon moment. D'ailleurs, je trouve que c'est super important que tout le monde leur rende hommage. À la fin de chaque show, on essaye de leur rendre hommage parce qu'on a tendance à les oublier, tu vois. Et rien que pour mettre le ring en place, pour monter le ring, je l'ai fait des centaines de fois. C'est une galère, tu vois. C'est une galère. Et il y a des mecs qui font ça chaque semaine, donc rien que pour ça, ouais. C'est beau. Je leur rends C'était hommage. très beau. Très beau. Très beau. Ouais. Et on conclut avec un Chill and Curious. Chill and Donc, Curious, ok, c'est tu quoi as ça? 2 choix. Ah, ok, d'accord. Et tu choisis un des deux. iRing ou Storytelling? In-ring, tu veux dire? In-ring. In-ring ou Pardon. storytelling? Ouais, Sorry t'inquiète for pas. my English. In-ring ou storytelling? Ouh! Ah, je dirais storytelling est plus important. Slip ou coulant? Oh, Collant. slip, largement. Face ou heel? Ah! Ah, En vrai, j'adore être heel. plus de liberté. Non, c'est plus fun. Tu vois, plus fun. ouais, c'est plus fun. Hein. Instagram ou X? Non, Instagram. J'ai un compte X et je crois que j'ai utilisé 2 fois. Donc. YouTube ou Twitch? YouTube. Twitch, c'est pas ma génération. Si tu étais pas catcheur, manager ou commentateur? Manager. Gagner par tombée ou soumission? Oh, tombé. Gagner le Royal Rumble ou le Money in the Bank? Oh, ouais, le Rumble. Technicien ou voltigeur? Plus voltigeur. Hulk Hogan ou André le Géant? Le Kogan. PlayStation ou Xbox? PlayStation. Suivre un scénario ou improviser? Ah, c'est difficile de répondre à ça. Non, improviser quand même. Grosse compagnie ou scène indépendante? Non, grosse compagnie. Visage de la fédération ou leader dans les vestiaires? Ah, c'est une très bonne question. Ce sont 2 responsabilités différentes. Hein. Visage quand même. Ouais, j'ai une belle gueule, attends. Autant en profiter. Alors, faire de la World Catch League la fédération numéro 1 en Europe Ouais. ou tout plaquer pour devenir le visage et main eventer numéro 1 de la WWE? Non, mais ça, c'est pas possible comme question. Ouh là là, dis. C'est quel genre de question, ça? Donc, attends, donc tu me demandes si j'aimerais faire du projet que j'ai aidé à créer la structure numéro 1 En Europe. en Europe, ou alors réaliser le rêve de tous les catcheurs. C'est ça. Ah mon Dieu. En fait, tu sais quoi, je vais être intelligent. Enfin, en gros, c'est ta mère ou ton père. Oui, moi je choisis ma mère. Mais je vais être intelligent. Je te dirais visage de la WWE parce qu'après, ça me permettra de faire de la World Catch League la promotion numéro 1 en Europe. T'as vu? C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Bon sur le ring ou bon au micro? Micro, parfois le micro a beaucoup plus d'impact que ce que tu fais sur le ring, donc je dirais micro, ouais. Roman Reigns, Seth Rollins ou CM Punk? Roman Reigns. John Cena ou Cody Rhodes? John Cena. Catcher ou organiser des shows? Non, catch. Cinéma ou Netflix and chill? Netflix and chill, ça se termine plutôt bien. Je confirme. Petite salle ou arène? Non, à Rennes, bien sûr. Arène ou stade? Stade. Et enfin, et pas des moindres, Achille ou Aaron Rabi? Je réponds même pas à cette question. Achille n'a jamais existé, donc Aaron Rabi. Ouais, ok. On conclut avec le mot de la fin. Je te laisse dire ce que tu veux. D'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Avec C'est plaisir. la 2e fois et tu sais ce qu'on dit, jamais 203. C'est très bien ce que tu fais. Tu essaies de mettre en avant le catch en Belgique et de manière professionnelle. Et ça, j'insiste dessus. C'est très, très bien. Et c'est intéressant d'avoir une conversation avec quelqu'un qui s'y connaît en catch et qui a de la répartie par rapport à ce que je peux dire. Tu vois. Et je peux pas me permettre de dire n'importe quoi parce que tu as un gars en face qui te dit oui, c'est pas correct. C'était WrestleMania 25 et pas 26. Tu vois, ça, c'est très, très intéressant. Je pense que le catch en Belgique peut encore continuer à progresser. On fait le maximum pour y arriver. Je pense que si on va tous dans la même direction, on pourrait réellement y arriver. Et il y a un public derrière. On l'a vu à Bruxelles il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il y a vraiment la possibilité de faire quelque chose de grandiose en Belgique et même en Europe d'une manière générale. J'aurais voulu que la World Catch League existe il y a 10 ans. Ça aurait été mieux. Et parce que je sais qu'aujourd'hui, ça aide énormément de catcheurs déjà à apprendre, à évoluer rapidement et à devenir de meilleurs catcheurs. Donc on va continuer dans cette direction. Dynamic One.